Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Pour m'accompagner au cours de cet épisode 10, le roi de la montagne, je ne sais plus comment on le dit. Le Bergführer. Le Bergführer de la montagne. Voilà, j'ai tout à nommé Stéphane Boulet, alias Plugin Beggy. Hello papa, où te trouves-tu en ce moment? Eh ben écoute, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Je suis chez moi tranquillement à la maison. À l'heure actuelle, je prépare ma rentrée et parce qu'il faut bien, hein, au bout d'un moment, faut bien retourner bosser. Donc voilà. Parce que toi, ce que tu essaies de nous dire, c'est que tes enfants ne t'ont pas gâché la vie, eux. Non, non, bizarrement, tu vois. Bizarrement, tu vois, non, j'arrive à gérer deux enfants pendant 2 mois. Certains n'y arrivent pas, je ne sais pas pourquoi. Et moi en prime quand je débarque, ouais. Oui, et toi en prime, ça fait un 3e enfant. Mais c'est peut-être le plus dur à gérer, hein. Bon, bah attends, moi je te montre des films de kung fu. Ouais, et tu fais très bien la cuisine. Oui, c'est vrai que... Et c'est vrai. Je te remercie. Et c'est vrai. C'est vrai que je t'ai fait du borsch. Alors donc, vous l'avez entendu, Stéphane Boulet alias Plugin Baby, GK Plugin Baby sur Twitter, et moi je suis Daniel Andriev, Camille Robotics sur Twitter, et vous êtes en train d'écouter l'épisode 10. Ah, déjà. Et donc, déjà. Hein. Déjà l'épisode 10, et on enregistre juste après avoir mis l'épisode 9 en ligne, et on a eu les réactions à chaud, et c'est vrai, on sentait que ça allait être un épisode qui allait diffuser. Ouais, c'était l'épisode du sang, l'épisode 9, hein. C'était clairement... Il y a eu beaucoup de bastons. Et on est très content en fait. Oui. Parce que si ça se passait bien, si ça se passait sans larmes du sang, bah ça serait plat comme 2h30 des évadés, quoi. Au pire, 3 heures de la ligne verte. Au pire, imagine 1h40 de Hook. Ah. Alors tu sais quoi, c'est bizarre parce qu'en plus il y a les types Hook, il y a ceux qui interviennent pour dire oh non, t'as brisé mon enfance avec Hook, ou alors ceux qui viennent dire ah non t'es dur avec les évadés qui est juste au-dessous de 5e élément. Mais c'est comme ça, c'est irrévocable, et en plus c'est vrai, je préfère regarder le 5e élément que les évadés. Mais de toute façon on n'y est pour rien, hein, c'est gravé dans le marbre maintenant, donc... Ouais voilà, c'est fini, Putain, tu m'as gravé quand même dans le marbre très très haut quand même des trucs que j'aurais... Bon, enfin, tu m'as eu sur plein de trucs et il va falloir que tu donnes de toi-même. Ah bah attends, parce que je t'ai laissé faire sur plein d'autres, donc tu vois, c'est... Oui, bien sûr, mais cette semaine, je pense qu'on va défoncer dans le bon sens du terme. Ah. Alors, pour nous faire parvenir des listes, c'est facile, c'est simple. C'est 3 films par liste, un titre si vous voulez vous la péter un petit peu ou donner une thématique rigolote. Les listes deviennent de plus en plus créatives, les titres sont de plus en plus rigolos. J'ai reçu une liste à l'instant c'est une liste de Clint Eastwood, une liste Tony Scott, tu vois, genre... Connais pas. Ah, quel con. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Tu devrais pas faire ces vannes au début d'épisode parce que ça se trouve c'est le premier épisode de quelqu'un et il va croire mais qui c'est ce con qui connaît pas Tony Scott. Eh oui, bah... Non, mais c'est vrai, ça peut être le premier épisode de n'importe qui, donc c'est pour ça qu'on rappelle ça. Merci encore pour vos listes. S'il y a doublon, on les zappe. Et au cours de cet épisode, on s'étend de la période de 1990 à 1999, qui est quand même très 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 riche. Ouais, il y a beaucoup de choses quand même qui s'est passé. On a pu le voir d'ailleurs dans les précédents épisodes. Hein. Il y a eu pas mal de trucs. On va juste traditionnellement refaire un petit tour par le top 10. Ah, le palmarès, où en est-on? Alors le premier c'est Pulp Fiction. Voilà. Fargo ensuite. Truman Show. Voilà. Le Silence des agneaux. Le Sixième Sens. Et en dessous, on trouve Reservoir Dogs, Princess Mononoke, Last Action Hero, Ghost Dog et la liste de Schindler en numéro 10. La liste de Schindler qui arrive quand même en 10e. Ouais, tout à fait. Qui est... Et c'est bizarre parce que Spielberg quand même cumule puisque Hook est très très mal classé, donc il est à la fois dans le top et dans le bas. Ah oui, mais ça résume un peu Spielberg, hein, c'est capable du meilleur comme du pire. Ouais. Et on va se faire peut-être les 5 derniers. Ah, je te laisse faire le bottom parce que je sais qu'il te tient à cœur. Vas-y. C'est Super Mario. Allez, Super Mario Bros. Ensuite Double Dragon.
Godzilla. Wild Wild West qui est resté pendant très longtemps, on savait pas s'il allait être détrôné, mais il l'a été par... Et alors que c'est nul, hein, Wild Wild West, mais il fallait trouver pire. Et The Green Mile, alias la ligne verte, avec Mimi Bati en prison, dans sa pénitentiaire, sous la forme d'un gros noir. D'ailleurs, je t'ai remercié les auditeurs qui nous ont envoyé des gifs animés de Michael Clark Duncan en train de pleurer, ça nous a fait beaucoup plaisir. Pour moi, c'est doux comme de l'hydromel. Bon, alors, on va s'y mettre, on va y aller tout de suite. Alors, tu sais, en général, on a une liste de quelqu'un qu'on connaît, et là, c'est un VIP. C'est Nanarland qui m'a envoyé une liste. T'as carrément, attention, on commence à taper haut, là. Ouais, et qui font leur propre soirée, elle sera passée d'ici oui, tout à fait. Ouais, début septembre. Et normalement, si tout va bien, j'y vais, donc j'ai hâte d'y être. Oh. Et Nanarland qui je trouve font quand même un super taf. Ouais, et depuis longtemps en plus, enfin, c'est vraiment. Et sans se prendre au sérieux, ils sont vraiment cool ces mecs. Et sans que j'en ai jamais rencontré aucun en vrai, en plus. Mais ça, s'il faut, c'est des gros cons en fait, on sait pas. Hein. Mais c'est comme toi, on pense que t'es un mec sympa. Ah putain, ça commence fort. Et alors la liste de Nanarland, c'est ce qu'on a besoin. Il y a pas de titre, on va dire. C'est notre liste 90 de Nanarland. Voilà, c'est la liste Nanarland 90. Et elle commence par Batman et Robin. Ah, Batman et Robin. Alors, je vais te laisser en parler un petit peu parce que t'es quand même l'expert français, si ce n'est même européen, de Batman, tu vois. Le Batmanologue. Ah bah oui, c'est quand même toi. Batmanologue. Écoute, il faut 1997. C'est Joel Schumacher qui, fier du succès du précédent Batman au cinéma, on lui a dit viens nous refaire la même chose. Et il a fait la même chose avec encore plus de tétons. Encore plus de tétons, ouais, c'est ça. Encore plus de tout ce que tu voulais. Si tu aimais le néon dans le précédent, il en a mis 15 fois plus. Si t'aimais les acteurs hystériques qui rigolent au gros plan, il en a mis encore plus. Et alors Val Kilmer, il paraît-il a abandonné son rôle en cours de route, limite, il a abandonné avant la fin. Tu sais, il était en roue libre à la fin. Et du coup, ils se sont dit on a une autre personne vraiment bien. On a George Clooney. Et George Clooney à l'époque, c'était le bébé de Warner Bros. Warner Bros avait tout fait pour débaucher George Clooney. Il lui filait The Three Kings, tu vois, il lui donnait les gros projets de la maison, il croyait en leur poulain. Oui, c'est parce que faut dire qu'à l'époque, aujourd'hui, George Clooney, il a une espèce d'aura semi-intello entre ses films, la collaboration avec les frères Cohen et tout, mais dans les années 90, c'était le mec qui venait d'urgence, le beau gosse d'urgence, tu vois. C'était ça, hein, c'était le beau gosse qui savait pas trop bien jouer. Voilà, c'était encore le beau gosse d'urgence, quoi. Et il a pas trop su bien jouer Bruce Wayne. À tel point que il allait d'interview en interview en disant j'ai tué Batman, et il était très fier de... Et je trouve ça vraiment c'est cracra, genre tu craches pas dans la soupe, quoi, soit t'assumes pas. Et donc ils affrontent dans celui-là, Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger, qui est quand même dans un concours de punchline, mais genre complètement hallucinant, quoi. Je sais que toutes les punchlines ont été réécrites à partir du moment où il a accepté le rôle. Ah bah oui, non mais ça se voit, enfin c'est genre t'as les Schwarzenegger moments, tu vois, c'est... Elles sont, je vous engage à regarder en VO bien sûr. Et il y a Poison Ivy joué par Uma Thurman qui on lui a dit c'est le rôle d'une badass, une vamp, une femme qui tue des hommes et tout ça. Alors moi mon coup de cœur du casting ça reste quand même Alicia Silverstone dans sa combinaison de latex. Alors tu vois quand même j'allais y venir. Je pense que tu sais que ce film que beaucoup de gens décrivent, et d'ailleurs c'est pas un hasard si Nanarland l'a mis le premier de sa liste, c'est pas le plus mauvais des films en fait. C'est parce qu'il est le plus cohérent. En fait, je comprends exactement ce que les persos font. Ils sont tous débiles, mais je comprends ce qui se passe. Et en fait, pour moi, j'ai toujours considéré ce film comme un Batman, tu sais, la série Batman 66, mais fait avec les moyens du bord du jour, quoi. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, sauf Alicia Silverstone. Alors Alicia Silverstone, je comprends pas. D'abord, tu sais, je pense que si tu la gommais du film, le film passerait beaucoup mieux. Genre, je pense qu'on peut faire un remontage sans Alicia Silverstone. Ah non, t'es fou. Moi, au contraire, c'est les seules scènes qui me maintenaient éveillé, quoi. Alors Alicia Silverstone qui arrive et qui fait bonjour, je suis la nièce d'Alfred. Et là, Batman est surpris, genre. C'est pas comme s'il avait beaucoup de entourage. Et en plus, c'est le plus grand détective de la Terre. Il avait oublié qu'il avait une nièce, enfin, qui en plus est un super doctorat en informatique et en plus sait faire du kung-fu.
Mais et bien sûr, je ne parlais pas de cohérence scénaristique du tout, Daniel. Hein. Tu parlais juste de combi moulante. De combi moulante, exactement. C'est ça l'égalité des sexes, c'est qu'ils ont l'air ridicules. Ce film s'ouvre comme le précédent, c'est-à-dire dans l'ordre, c'est téton, cul, bite. Téton, cul, bite, c'est exactement ça. Alors, ouais. et comme il y a Robin en plus, c'est téton, cucu et bibite. Voilà. C'est dans cet ordre de montage dans ma tête. Et en plus, le Robin, c'est Chris O'Donnell. Enfin, tu sais, à l'époque, c'est qui a déjà presque 30 ans et qui est adopté par George Clooney qui doit avoir 35 ans. Oui, c'est ça. C'est genre, c'est bizarre votre relation, les gars, quand même. Oui, mais c'est voulu par Joel Schumacher. Et comme on lui a dit, fais la même chose, ça avait marché la première fois. Et donc, il y a cette nièce qui arrive. Et en plus, c'est ça que j'aime pas dans ce film. Enfin, entre autres, c'est que oui, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même il y a une rupture de ton très bizarre parce que c'est vraiment la grosse clownerie, les punchlines à tout va. Et en même temps, Alfred va mourir. Et c'est en fil rouge. Et genre, il y a des scènes où c'est genre, Alfred va mourir. Il est en train d'implorer Bruce Wayne sur son lit de mort. Et puis le reste du temps, c'est punchline sur punchline. C'est très bizarre. Et en même temps, ça nous a donné des trucs comme la Batcarte de crédit. Enfin, c'est vraiment Batman 66. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas complètement à disqualifier ce film, malgré Alicia Silverstone. Alors, je te rappelle qu'Alicia Silverstone découvre le secret de Batman par un CD-ROM que lui donne Alfred sur son lit de mort, et le mot de passe c'est Alfred. Si c'est pas Alfred, c'est Batman. Non mais c'est là que tu vois finalement les films Batman ça n'a pas tant évolué que ça parce que en 2016 Batman il découvre la Justice League sur une clé USB. C'est vrai. Tu vois donc. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un hommage? Est-ce que quelque part voilà il y a une espèce d'hommage masqué là-dedans? On ne sait pas trop. Mais tu sais quoi, en 16 ans, enfin en presque 20 ans, il y a eu quand même des efforts, les PDF. Oui, c'est ça. Il y a des points mauves. Enfin tu vois, c'est chaud. Il y a plein de choses. Non, c'est vrai que c'est un film débile, mais j'ai plus d'affection pour lui. Figure-toi qu'un Tim Burton qui quand il n'a aucun sens. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les Tim Burton, ils ont une ambiance. Ils ont une ambiance, ils ont une mise en scène. Enfin, ils ont une mise en scène. Ils ont aussi des super acteurs. Je pense que les acteurs sont supérieurs. Et mais c'est des films de méchants. Là, c'est clairement les gens, c'est des guignols. Il paraît que Schumacher. Tu sais, il était sur sa grue pendant le tournage et avant il faisait moteur et il fait j'imagine qu'il a un accent, don't forget we are in a cartoon. Mais moi pour ceux qui redoutent un peu le visage de Batman et Robin quand même je suggère sur YouTube il y a des montages qui ont été faits des meilleurs moments du film. Et oui, en fait, on n'a pas besoin de regarder le film. T'as pas besoin de regarder le film en entier. Et je pense que ça suffit largement déjà à avoir une rupture d'anévrisme et à comprendre tout le plaisir qu'on peut retirer de Batman et Robin, quoi. J'ai envie de t'envoyer sur ton 06, t'envoyer ce gif de Alicia Silverstone qui enfile sa combi. Tu me ferais vraiment très plaisir. Pourquoi elle a des talons, je ne sais pas. Moi, c'est pas. Alors, je trouve que c'est le plus mauvais casting. Elle sait pas jouer. Elle vient d'Angleterre, bien sûr, elle ne sait pas jouer. Elle vient d'Angleterre, elle sait pas jouer. Oui, ça n'a aucun sens. Oui. Il y a Bane qui n'a aucun sens dans le film. Mais c'est un film comique et en plus c'est un film qui, contrairement à ce qu'on pense, a rapporté beaucoup d'argent. Il a juste pas rapporté plus de 150 millions et ça a été vraiment la merde. Genre il a fait 250 millions au box office. Oui, c'est ça. Il avait juste des objectifs complètement délirants. Et c'est le syndrome Ghostbusters et maintenant le problème de tout le monde d'ici, c'est-à-dire ils essayent de faire un film, ils ont pas le bon ton, alors ils essayent de recalibrer avec l'autre, ils savent plus sur quel pied danser. Bref, mais du coup, nanar cosmique quand même, Batman et Robin. Écoute, je trouve que oui, mais je trouve ça mieux que Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4. Mieux que Hook. Je trouve ça mieux que Hook. Voilà, on est d'accord. Et je pense qu'à la rigueur, ce film me fait plus rire que Les Évadés. Je dis ça comme ça. Je pense que je le mettrais sous Les Visiteurs. Je regarde la liste et je le mets sous Les Visiteurs. Tu vas descendre le 5e élément pour quand même. Ah non, c'est pas possible. Faut pas déconner. On est parce d'accord. que 5e élément, il y a quand même des designs de Mobius. Et un film avec des designs de Mobius, c'est quand même... C'est ce que je veux dire, 5e élément, t'as quand même une production value qui est quand même largement supérieure. Supérieure à cette bouse. Donc voilà, quand même. Écoute, Batman et Robin devient officiellement... il est quand même dans le dernier tiers. Oui, 34e meilleur film des années 86.
devant American Horror Stories. Ah, j'ai oublié de le mentionner celui-là. Bon, on commence en fanfare. Alors, toujours dans la liste de Nanarland. Alors là, il m'a donné les 2 films. Et je sais pas quoi faire. Si je les donne les 2 ou pas. Il m'a donné Fortress 1 et Fortress 2. Ah, un package. Alors. Ouais. Non, je pense qu'on devrait les juger comme 2 films séparément. Bah en fait, et je pense que pour aller vite. Ouais, vas-y. En fait, j'allais dire, l'intérêt est complètement différent parce que Fortress. Il y a un intérêt dans Fortress. Alors, c'est une série B correcte. C'est une série B correcte, et surtout c'est un film de Stuart Gordon. Et Stuart Gordon, c'est quand même le mec qui a réalisé Réanimateur et aux portes de l'au-delà. Auquel ma sexualité doit beaucoup, et c'est donc le film comment dire ça, c'est une espèce de passe pour accéder à un truc un peu moins underground et se faire connaître du grand public, parce que voilà, faut voir que à l'époque Christophe Lambert, on pensait encore que c'était un type qui pouvait faire des cartons box-office et choses comme ça, donc il y a un côté intéressant, c'est que du coup t'as un savoir-faire. Fortress a été fait dans cette optique. Voilà, c'est un savoir-faire de Stuart Gordon derrière. Alors, ça sauve pas complètement le film parce que ça reste pas terrible non plus. Mais il y a aussi il y a tout un casting qui est super chouette avec du coup Kurtwood Smith que les gens connaissent avec 70 Show aujourd'hui. Il y a évidemment l'acteur fétiche de Stuart Gordon, Jeffrey Combs. Voilà, t'as une vraie science de la série B. Dans ce film-là qui le rend sympathique, quoi. Et les décors, la prise de vue et tout, il y a des petites idées à chaque fois, en fait, qui font que ça a pas l'air trop fauché. En fait, ouais, il y a 2-3 moments où tu te dis il y a une idée, il y a des trucs comme ça, mais tu sens aussi que globalement c'est quand même le film qui a été policé derrière, qu'il n'avait pas complètement la main mise dessus, et que même je sais même pas s'il était lui extrêmement motivé, parce que lui son grand trip, c'est Lovecraft et compagnie, donc je sais même pas si lui était hyper motivé, mais tu sens que voilà, c'est un film un peu entre deux eaux qui s'en sort pas si mal que ça, mais qui est quand même vachement limité par plein de trucs dans sa production, et sans doute Christophe Lambert aussi en fait partie. Je pense qu'à l'époque c'était le film Christophe Lambert avant d'être quoi que ce soit d'autre, quoi. Ouais, c'était un véhicule pour Christophe Lambert pour donner un second souffle à sa carrière. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas vraiment fonctionné, et justement alors, Fortress 2 est là pour en attester. Alors où est-ce qu'on met Fortress 1 d'abord? Alors Fortress 1, moi je le mets au-dessus d'Independence Day, mais en dessous d'Existence quand même. En dessous ouais, écoute, ça me va. Voilà, tu vois. Moi je pense que t'as raison. Il y a des passages complètement débiles, il y a d'autres plutôt réussis. Enfin tu vois, c'est assez bizarre. Faut que je te dise un truc. En plus ce film a une mauvaise image dans ma tête, c'est que à l'époque, il y avait la marionnette des Guignols de Christophe Lambert qui faisait ouais, cool, ouais, tu sais, oui, je me rappelle, mettait en exergue sa manière de jouer particulière. Et ils ont fait un remake de Fortress et il le faisait mal jouer, il faisait boum boum, laissez-moi sortir de la forteresse. Et le jour où il a fait Fortress 2, ils l'ont pas loupé. Oui, bah oui, c'est sûr. Bon, et Fortress 2 par contre qui est un authentique nanar, mais par contre triple A. Ouais, Fortress 2 par contre c'est une bouse totale, intégrale. Enfin, en plus il y a ce qui est génial, c'est que le film a même pas de raison d'être, parce que dans le premier Fortress, en fait, c'est le personnage de Christophe Lambert, il est enfermé parce que il fait un second enfant et que c'est interdit par la loi. Et, voilà. Et il s'enfuit. C'est ça le thème. C'est ça le thème. Et donc il le fout en prison et c'est encore un film carcéral. Voilà. Et il finit par s'enfuir avec ses gosses. Donc t'as genre aucune raison de faire une suite avec un thème comme ça, mais non, ils le font quand même. Et donc déjà, c'est le film qui a aucune raison d'être et qui est torché n'importe comment. Enfin pour le coup, il y a vraiment rien à sauver. Alors, le truc rigolo, t'as Pam Grier dans le. C'est vrai que t'as Pam Grier pour une scène. Voilà, pour une scène qui fait la chef de prison, donc ça c'est rigolo. Mais alors, je pense que c'est pas rigolo. Non, c'est Pam Grier. Ouais, mais c'était très compliqué pour elle les années 90 en dehors de Tarantino. Ça a été vraiment très compliqué pour elle, quoi. Et voilà. Enfin, mais sinon, ouais, y a rien à sauver. C'est une bouse totale, quoi. Je suis complètement d'accord, mais c'est une bouse, mais c'est un nanar. C'est-à-dire, si tu veux regarder un film vraiment
nul et drôle, je pense que Oui. celui-là l'est, parce que franchement, les décors, on dirait Captain Power en moins bien. Oui, c'est ça, oui. Parce que oui, là en plus, Captain Power est une série des années 80. et là, Je précise à notre plus jeune public. voilà, et parce que là, justement, oui, le pitch, c'est qu'il l'envoie dans l'espace cette fois-ci, histoire d'eux. Tu veux dire comme dans le film, comme dans Lockout, qui soi-disant a repompé sur Escape from New York, quoi. Oui, exactement. Qui a pas recoupé que sur Escape from New York, d'ailleurs. Mais bon, bref. Sur Die Hard. Sur Die Hard énormément, c'est surtout ça, quoi. Tu sais que Lockout est un de mes plaisirs coupables. Ah, mais j'ai pas du tout aimé ce film-là, quoi. Ah, moi j'adore Lockout, mais bon, je trouve que ce procès est injuste. Je pense qu'il y aurait pas dû être. Ah non, mais rien que pour la scène de poursuite entièrement en CGI et dégueulasse faite à Pentium 200 qui dure 3 minutes, ce film méritait d'avoir un procès quoi qu'il arrive, quoi. C'est un mec qui saute d'une station orbitale en parachute. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et qui arrive sur LA direct, quoi. Genre, il arrive chez Quicks direct, quoi. Bon, c'est ça, il débarque dans le Soundquicks. Bon, Fortress 2. Je pense que je préférais regarder Mortal Kombat. Oui, Mortal Kombat, c'est mieux, même risque maximum. Hein. Même risque maximum. Super Mario Bros. Non, peut-être pas quand même. Je pense que Super Mario Bros. Pour l'histoire, je préfère regarder Super Mario Bros. Ouais, mais il y a pas Pam Grier dans Super Mario Bros. Ok, you got me. Mais attends, on est en train de comparer, tu es en train de comparer un film avec Pam Grier avec un film avec Dennis Hopper, quoi. C'est vrai qu'il y a Dennis Hopper, putain. T'as fucking Easy Rider dans Super Mario Bros, quand même. Oh putain, mais c'est casting complètement ma boule, quoi. C'est les années 90. Non mais t'imagines dans les années 70, on leur aurait dit ça à eux, jamais ils nous auraient cru, quoi. Genre les gars, tu vas jouer Bowser et Koopa. Oh là là, putain. Bon alors tu veux au-dessus de Super Mario Bros? Ouais, juste au-dessus. D'accord, ok, ça putain, Super Mario Bros. Je sais pas si Fortress 2. Hop. Et t'as vu, je fais des concessions parce que Hook ne descend pas. Hook ne descend pas, mais il va encore descendre, pas moi. Ah, j'espère. Et alors le prochain film, c'est Le Jour et la Nuit. Oh putain, Le Jour et la Nuit. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et... Écoute, moi je l'ai vu et non seulement ça, mais je suis spécialiste du Jour et la Nuit. Ah bah, il en faut. Jour et la Nuit, pour remettre le contexte vite fait, c'est... Ah, j'ai envie. Si un jour on m'avait dit que tu me parlerais, remettrais dans le contexte du Jour et la Nuit, écoute, j'aurais jamais pu imaginer ça. Vas-y mon pote. Donc, le jeu... Donc, comme vous voyez, déjà, on a déjà beaucoup de mal à ne serait-ce que l'évoquer, ce film-là. C'est Le Jour et la Nuit, c'est l'histoire de Alain Delon qui incarne Bernard-Henri Lévy dans un fantasme créé par Bernard-Henri Lévy autour d'un écrivain vieillissant, mais quand même un peu beau gosse, qui a quand même des choses à dire sur le monde, mais qui est incompris, qui vit reclus au Mexique, avec sa meuf et son producteur joué par Carl Zero. Enfin, genre, Carl Zero, qui se souvient de fucking Carl Zero? Et c'est... Comment qualifier ce film, Daniel, exactement? C'est un film qui a été incendié à un moment de sa sortie, qui a été snipé par toute la presse. Exactement. Alors que c'est un film très chiant. Et oui, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qu'il a écrite pour que Alain Delon se tape Ariel Dombal, qui était sa femme à l'époque. Oui, non, ça se passe au Mexique. T'as toute la projection de Bernard-Henri Lévy dans le personnage de Delon. Et je crois que d'ailleurs, en plus, pour la petite histoire, je crois que c'est le dernier rôle titre d'Alain Delon au cinéma. C'est-à-dire qu'après, il a fait plus que des caméos, des personnages secondaires. Enfin, tu vois, c'est genre. Il a pas fait le truc avec Belmondo à la fin. Je crois que c'est juste avant, justement. Je sais plus comment. Je crois que c'est son dernier film titre. Il me semble que j'avais lu une anecdote là-dessus à l'époque où je m'étais renseigné sur le truc. Et genre, il me semble. Alors, faudra que je vérifie les dates, mais vas-y, continue, je vais vérifier les dates, moi. Et donc ah non, une chance sur deux, c'est juste après. Non, t'as raison, c'est une chance sur deux. Ah, voilà. C'est bien, c'est une chance sur deux. Ils se sont fait. Non, on arrête le cinéma. C'est ça. Là, les gars, on arrête, c'est fini. Et donc, et il y a Lorraine Bacall dans ce film. Oui. Il y a Lorraine Bacall. Il y a Xavier Beauvois qui sera un futur Palmé. Oui. Tu sais, celui qui s'est foutu de la gueule de Fury Road. De Fury Road et de son réalisateur. Genre Xavier Beauvois, quoi. Genre Xavier Beauvois. Mais c'est Xavier Beauvois avant qu'il prenne beaucoup de poids, tu sais, il était et justement il fait l'espèce de rival de Delon
T'as cette espèce de non-combat de boxe entre les deux. Alors, c'est pareil, l'anecdote veut que dans le scénario, Xavier Beauvois bat Alain Delon à la loyale, et genre Delon a fait des caisses en disant qu'Alain Delon peut pas se faire battre à la loyale, donc ils ont tourné cette fin où il le prend en traître. Bah oui, évidemment. Tu vois, alors, évidemment. Et ce film, non seulement a été snipé par la critique, mais en plus, le public l'a boudé. Notoriété publique, je crois qu'il n'avait pas dépassé les 80 000 entrées en France. Et pour la petite anecdote Wikipédia, il aurait bénéficié de 3,5 millions de francs de commission d'avance sur recette, organisme qui était présidé à l'époque par BHL. BHL lui-même, voilà. Ce qui est sympa, quand tu mets le tampon, tu mets ton propre tampon. Écoute, et il y a un truc dans une petite anecdote, bon, c'est même une grosse anecdote, c'est que on s'est fait une projection de ce film avec un pote il y a pas si longtemps, enfin dans les 5 dernières années, quoi, j'entends. Et ce qui est génial, c'est que si vous avez le DVD, vous devez avoir le DVD bonus qui s'appelle Autopsie d'un massacre. Voilà, c'est l'édition collector qui est ressortie, ouais. Et c'est un making of, de financé par Bernard Lévy, mais qui se veut neutre, mais bon, évidemment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est genre, on revient le post-mortem, voilà, ouais. À froid. Ils vont dans les endroits où ils ont filmé ça, et c'est fabuleux. Je pense que rien que ce making of est dans le top 10 des années 90, parce que ces mecs ont un tel ego surdimensionné. Il y a en plus le co-scénariste de l'histoire qui est Jean-Paul Enthoven. Tu connais au moins le philosophe? Oui, tout à fait, oui, je connais Jean-Paul qui est le Enthoven. père de Raphaël Enthoven, oui. l'ex. Moi je connais pas l'histoire, je veux pas accuser pour qu'on se tape un procès le 10e épisode, mais il semblerait qu'il ait connu Carla Bruni et ensuite il l'ait présenté à son fils. Donc tu vois, il y a toute une histoire. Donc Raphaël est devenu ensuite. Ça n'engage que toi. Ah non, mais moi j'ai rien dit. Mais c'est juste comme ça. Moi j'ai lu la BD Carla Bruni, le comic book, et elle disait, il y a une bulle où elle dit, mais non, bien sûr que je n'ai jamais couché avec. Mais voilà, c'est tout ce que je sais. Moi je m'en remets à cette bande dessinée américaine où elle niait avoir eu des relations. Et on remercie notre partenaire public pour cette petite parenthèse people. Ah non, moi je suis amateur de BD, mon pote. Et non, vraiment ce documentaire est extraordinaire, où il y a des quotes géniales du genre Alain Delon qui donne des conseils par indirect à Bernard Henry. Il dit, mais Bernard Henry, vous allez vous faire massacrer. Vous allez vous faire taper dessus. Alain Delon est inattaquable. Oh putain, extraordinaire. Ils ont tous un ego surdimensionné et en fait, à la fin du reportage, à la fin du documentaire, il explique que tout son film est vu par un œil externe. Enfin, tu vois, il y a toute une histoire de mise en abîme dans le film et que ça c'est génial et que ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Oui, c'est complètement inédit. Et non, et c'est vraiment un film nul. Le film est nul, mais le documentaire est génial. Oui, voilà. Mais faut voir les deux. Faut voir les deux ensemble parce que c'est du grand plaisir à l'état brut. Quoi. Coast to coast. Où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on met ce truc? Parce que moi, il faut bien sûr là juger le documentaire avec le film. Oui, c'est un tout. C'est un tout. C'est compliqué. C'est quand même très compliqué. Parce que, honnêtement, on va pas vous le cacher, ça va bas. Hein. ça va bas. Mais jusqu'où? Voilà, c'est ça. Par rapport à la ligne verte. Tu vois, non, tu vois, je regarde Double Dragon et Super Mario Bros. Et je me dis que j'apprécierais plus de revoir ça. Mais oui, et alors, moi j'ai envie de te dire. Putain, on est en train de frapper vraiment très très bas. Moi j'ai envie de dire, je préfère voir Ferris Bueller mettre un câble dans les gencives de Godzilla que revoir ça quand même. Ah, c'est quand même dur. Oui, mais la vie, c'est dur, mon petit. Il va falloir que tu t'y fasses. Ok. On le met sous Godzilla. On se met sous Godzilla, voilà. Mais au-dessus de Wild West. Juste au-dessus. Ce qui est quand même une victoire, je tiens à le dire. Ouais, belle performance. Pour Bernard et Lévy. Et c'est dommage qu'il ait pas continué le cinéma quand même. Mais il en a ressorti, mais après c'était plus de la fiction. C'était le commentaire où il était le héros. Oui, c'est peut-être même pire du coup. Mais bref, ouais. Faire la parenthèse. Non, en tout cas, franchement, si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, allez-y, c'est vraiment fun. Ouais, alors un petit conseil, le regardez pas la nuit.
et pas après le repas parce que vous tiendrez pas. Parce que moi j'ai fait l'erreur. La première fois que je l'ai vu, il était genre 23h. Je me suis réveillé le lendemain à 8h, j'avais loupé les 2 tiers. Ah non, bah, le film est nul, c'est ça qui est Et horrible. c'est super chiant quoi, c'est Ouais, c'est assez chiant. c'est Assez bouffé. Ouais. c'est voilà. Bah écoute, c'est fini pour la liste de nos amis de Nanarland. Oh, oui, forte en émotion. On remercie monsieur et madame Nanarland. Et on va passer à la liste envoyée par Laure. Et sa liste est assez rigolote. Elle s'appelle Laure et les Halles parce qu'ils le valent bien. Tu vas comprendre tout de suite. Son premier film est Aladdin. Aladdin, ah oui. Il y a que des Halles dans les titres. C'est très bien vu. C'est très subtil. C'est très Ah, subtil. ouais, je trouve ça très bien vu. Non, effectivement, c'est bien vu. Surtout quand t'as le titre, tu t'en doutes pas au début, tu vois. Alors, Aladdin, donc le Disney, bien sûr. Je sais pas si. Oui, pas C'est le truc. Voilà, on est d'accord. pas la version Bollywood, voilà. Voilà, on est d'accord. Du coup, Aladdin, c'est comment s'appelle la version Disney, voilà, de la fameuse légende des mille et une nuits, avec la lampe, avec le génie, etc. Pour moi, c'est un Disney que je trouve correct, mais Ah, hop. Je suis pas un grand Disney lover, surtout de cette période. Non, moi non plus. Pour moi, de cette période, il est clairement dans les meilleurs pour moi. Oui, je regarde moi aussi, un peu mais tu vois, si je le mets par rapport à l'échelle de Disney globalement, c'est pas un mauvais Disney du tout, mais c'est pas un de ceux que je préfère, quoi, tu vois. Je le regarde sans déplaisir, mais il m'a pas spécialement marqué. Ah ouais, vraiment, l'interprétation. Marqué. Et puis il y a le jeu vidéo qui nous a marqué à l'époque. Oui, il y a le jeu vidéo, les jeux vidéo, hein, on va pas refaire le débat aujourd'hui, on gardera ça pour un Super Game Battle. Team Super Nintendo, moi. Oui, mais c'est normal, t'es un loser, donc voilà. Mais là, moi je suis pas un bourge qui avait... Non, mais je veux dire, comparé à Pocahontas et tous les autres films qui ont suivi... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et le Bossu de Notre-Dame, et enfin, je veux dire, je vous donne des idées pour les futures listes. Si vous voulez qu'on dégomme des films, je vous l'ai dit de tête, Hercule, le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas, envoyez-les nous, on va s'en faire un plaisir. Ouais, cela oui, effectivement. Et encore, j'ai même pas parlé de Lion King. Donc, moi je trouve plutôt correct. J'adore la VO, VO est super. Le Robin Williams c'est vraiment super. J'ai pas dit autre chose. Il est correct. Le personnage du génie est cool. Et le méchant, comment il s'appelle c'est Jafar, c'est ça? Jafar. Jafar, il a la scène finale, elle doit quand même beaucoup à l'utilisation de ce personnage et de ses pouvoirs. Ouais, le méchant est pas mal. Et je veux dire, après, je suis sûr qu'il y aurait plein de choses à redire et sur la manière d'aborder les mille et une nuits par Disney. Bon, c'est toujours un peu problématique. C'est toujours Disney. Enfin voilà, c'est toujours Disney. Enfin, ça a toujours été un peu. On a vu le problème déjà dans La Petite Sirène, déjà. Ouais. Écoute, oui, voilà, donc. Je regarde la liste et. Au-dessus ou en dessous des ailes de l'enfer? Ah, je préfère regarder. Par rapport à notre baromètre. Je préfère regarder les ailes de l'enfer. Moi aussi, je préfère. 10 fois quand même, je le vois pas. De l'enfer. Mais je le vois pas en dessous de Doberman quand même. Là, ce serait. Non. Non, d'accord, entre les ailes de l'enfer et Doberman. On a oublié de repréciser que les ailes de l'enfer, c'est un peu notre over the top de cette. C'est le film nul qu'on aime. C'est ça. C'est le film nul, mais qu'on défendra jusqu'à notre mort. Voilà. Ah oui, non, mais bec et ongle, ouais. Et en plus j'y repense, plus je me dis, putain, il aurait dû être tout en haut, il aurait dû être dans le top tier, quoi. Il aurait dû être en haut, dans les cimes, aux côtés de Street Fighter, tu vois. Putain, c'est vrai qu'on a mis Street Fighter au-dessus. Qu'est-ce qu'on avait bu, ce genre-là? Alors, le deuxième film de la liste, c'est Donnie Brasco, avec Al Pacino. Donnie Brasco. Al Pacino et Johnny Depp. C'est l'histoire d'un flic infiltré dans la mafia et qui en fait se lie plus ou moins d'amitié avec une petite frappe jouée par Al Pacino et évidemment le but ultime c'est démanteler la mafia de je ne sais plus quelle ville exactement, et c'est un film qui a beaucoup d'estime et que je trouve moi plutôt raté en fait. Donnie Brasco.
Moi, j'ai pas d'affect avec Donnie Brasco en fait. C'est Mike Newell en plus. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est Mike Newell. Donc Mike Newell, un mec qui a, enfin, genre, il était au top de son game avec 4 mariages et un enterrement. Non, mais c'est... Et alors, ouais, voilà. Enfin, je veux dire, les gens me diront, il a fait Harry Potter, tu vois, mais. Non, mais c'est un film il a en pas fait. le meilleur. C'est un film qui, c'est vraiment, pour moi, c'est pas mauvais, mais c'est le film de gangster de plus. Tu vois. Ouais, et pour moi, c'est aussi un film de gangster qui a lancé un peu cette mode des based on a true story. Oui, ça c'est horrible, alors ça. c'est peut-être pas le premier, mais c'est celui qui s'en est le plus vanté du genre on a demandé au mec on a demandé au mec de nous assister pour qu'on soit exact. Ouais. Et il s'en vantait, genre il y a eu des interviews des mecs genre à caméra cachée et tout ça. Genre arrêtez de faire ça quoi, faites-nous du cinéma et ouais, exactement. Et tu vois, et puis ils ont un super casting parce qu'ils ont Michael Madsen qui fait le boss ou le fils du boss, je sais plus exactement. Enfin, ouais, c'est Madsen. Et mais je veux dire, dans les années 90, avec les films de gangsters qu'il y a eu, il fait ouais, genre, voilà, le pas problème, du tout le poids quoi. Il est en bas, il peut pas faire. Tu vois, il se fait démonter quoi. Il y en a plein qu'on n'a pas encore parlé, peut-être qu'on en parlera, mais rien que là, en regardant la liste, Peut-être. Voilà. Peut-être t'as Reservoir Dogs, t'as Pulp Fiction et tout, on est genre pas du tout dans le même zoo quoi. C'est le film de gangster de papa. Oui, c'est ça. Et tu vois même sorti récemment, je préfère le. Donc ouais, je pense à Public Enemies. Oui, Public Enemies au moins. Enfin, c'est un film que j'aime pas, Public Enemies, mais t'as une recherche. Enfin, t'as un truc. Ils essaient un truc. Il y a une recherche esthétique au moins. Ouais. Ils essaient quelque chose là dans Nebraska. Ils font juste. Ah bah il y avait le bouquin. Il y avait le bouquin, on a des acteurs. Ouais, les gangsters ça marche. Bon, on fait un film et puis voilà. C'est un peu plat quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, alors où est-ce qu'on va le mettre? Bon, c'est vraiment le film de milieu de classement, tu vois. Ouais, même. Non mais quand je dis milieu de classement, tu vois, en sachant que Les Ailes de l'Enfer c'est le haut du classement, tu vois. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Je mettrais au-dessus d'Independence Day. Ah, moi je le mettrais peut-être non, quand même au-dessus de. Je préfère quand même regarder Donnie Brasco Existence. C'est moins, je sais pas. Mais je préfère. Mais dans ces eaux-là. Mais entre Arachnophobia et. Ouais, ça peut. Ah bon, écoute, c'est toi qui fais les listes aujourd'hui. Ouais, j'ai le pouvoir, mais ça me fait peur parce qu'après je sais que tu vas me demander des choses que les Nations Unies réprouvent. Aujourd'hui, je crois que je me suis pas préparé un truc. Quoique, tu vas bien voir. Et le dernier film de la liste de Laure, c'est Raison et Sentiment, Sense and Sensibility, oh, putain. de Ang Lee. Raison et Sentiment, je vais être tout à fait honnête, j'ai essayé de commencer à le regarder une fois et je sais plus pourquoi j'ai pas terminé et j'ai plus jamais repris, donc j'ai un avis qui ne tient que sur la première demi-heure en fait. Donc bon, donc tu es disqualifié. Donc voilà, mon avis ne sera pas très pertinent. Tu es disqualifié. Alors écoute, meilleure adaptation d'Austen de Jane Austen ever, je pense, parce que c'est bizarre parce que ça a l'air d'être quelque chose de facile à adapter, en fait pas du tout quoi. Il y a une espèce de sensibilité et là c'est littéralement Emma Thompson qui s'est fait plaisir, c'est elle qui a écrit le scénar. Je crois qu'elle a en partie, elle a dirigé le casting, c'est elle qui a dit moi je veux Hugh Grant, je veux Ken Winslet. Oui, et surtout elle a voulu faire son film. Elle a voulu faire son film qu'elle n'a pas réalisé, donc elle a demandé à Ang Lee et il sortait d'une comédie chinoise à l'époque et elle a dit ouais ce mec-là je le sens bien pour faire ça. Tu sais, une comédie familiale, j'entends. Tu sais, oui, il y a toute une famille mise en scène, donc ça collait assez à son idée de Raison et Sentiment. Et Ang Lee, il l'a dit. D'abord, il apprenait. Il parlait anglais, mais en tout cas, il apprenait à faire les films d'époque. C'est son premier film d'époque avec des costumes. C'est son premier film tourné avec des occidentaux. Et c'est une expérience formatrice puisque ça lui a permis de faire Hulk entre autres. Putain, on est dégueulasse. Il a fait Brokeback Mountain. Et il a fait Tigre et Dragon et Brokeback Mountain et puis on lui ressort Hulk quoi. C'est dégueulasse. Et écoute, ce qui est génial, c'est qu'il y a Alan Rickman dans le film et forcément Alan Rickman, voilà. C'est tout film avec Alan Rickman est meilleur qu'un film sans Alan Rickman. Exactement. Et il y a, vraiment le casting est génial. Il y a Kate Winslet, ils sont. Vraiment, c'est un beau film. Je t'engage à le regarder, vraiment. Ah oui, non mais comme dit, c'est honnêtement, je saurais pas dire pourquoi j'ai jamais poursuivi. Donc du coup, il est sur ma watchlist, mais voilà, j'ai jamais eu le temps de le finir, quoi.
Bah, le truc, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'attarde pas trop sur le côté amour, alors que tout le monde choisit plutôt le côté amour dans dans les adaptations d'Austin. C'est la pression sociale, ce qui est vraiment le truc le plus important. Et Ang Lee, il passe pas à côté de ça. Et puis c'est Emma Thompson, hein, vraiment, qui dirige, qui est la réalisatrice sans qu'on le sache. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, voilà. Et c'est tellement mieux que les autres trucs qu'on a pu voir que vraiment, c'est un film que j'apprécie. D'accord, bah écoute, mal, quoi. Écoute, voilà. Et je te laisse mettre. Ouais, écoute, non, franchement, Alan Rickman, non, c'est vraiment un beau film. Et surtout quand tu vois la concurrence sur les adaptes, quoi. Ce sera au-dessus. Tu vois, Tati Daniel a une dimension sociale, je le mets au-dessus de Tati Daniel. Je le mets pas au-dessus de Misery. Alors, mais... je le mets au-dessus de Tati Daniel. Voilà, et en dessous de Dark City. Écoute, pourquoi pas. Moi, ça me semble pas. D'après ce que tu m'as dit, ça me semble pas farfelu. Et voilà. Bah écoute, je crois qu'on en a fini avec sa liste, ouais, tout à fait. Avec sa liste. Non, on va faire une liste qui nous est envoyée par Arfang. On remercie Arfang. Merci Arfang, bonjour. On remercie aussi Laure pour ça. Oui, tout à fait, merci Laure. Oui, c'est vrai que j'ai envie de dire merci. Je suis un goujat, excusez-moi. Et cette liste s'appelle les Nervous Breakdown. Oh, alors je crois avoir quelques candidats en tête. Et alors, le premier film de sa liste, c'est Cape Fear, les nerfs à vif. Les nerfs à vif. Donc le remake par Martin Scorsese. Entrée de Martin Scorsese dans le classement quand même. Il était temps. Oui, c'est vrai. Putain, parce on n'a pas eu de Scorsese même dans les années 80. Mais ouais, putain, c'est genre... Moi, c'est vrai, c'est dingue. Mais ça fait 10 numéros que j'ai envie de parler de Scorsese, là je range mon frein, donc... C'est vrai que c'est moi qui fais les listes. Donc voilà, avec Nick Nolte et Robert De Niro. L'histoire, c'est celle d'un taulard qui sort de tôle, comme la plupart des taulards, et qui en fait en veut littéralement à mort envers son avocat qui estime qu'il n'a pas assez bien défendu, qu'il a pris trop de tôle. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il va lui pourrir plus que bien sa vie. Voilà, à travers différents moyens, autant psychologiques que physiques. Voilà, avec un De Niro tatoué et genre complètement malade. Et c'est marrant parce que c'est un film de Martin Scorsese qui, je trouve, ressemble à bien des écarts à un film de Brian De Palma en fait. C'est vrai, il y a beaucoup de ça. Il y a autant même dans la mise en scène, dans la façon d'utiliser la lumière, les personnages, la gémilité entre les deux personnages principaux, etc. Enfin, t'as plein de trucs qui sont empreints du cinéma de Palma des années 80. Ça fait très années 80, bizarrement, je trouve, plus que années 90. Et c'est vraiment pas le meilleur Scorsese, mais il y a un côté assez fascinant dans ce film-là. Et puis il y a le travail de Robert De Niro, quoi. Il est métamorphosé. Il a pris je sais plus combien de kilos. Enfin, c'est une espèce de monstre de. Il a changé sa dentition. Il semblerait qu'il est allé chez un dentiste pour qu'il se fasse changer la morphologie de sa bouche. Ouais, c'est un animal. Enfin, c'est vraiment ça. Le personnage est même. C'est un vrai Jared Leto. Mais avec du talent. Mais ouais, t'as un côté vraiment une présence bestiale à l'écran à chaque fois qu'il est là. T'as un malaise. Enfin, il y a un truc. C'est De Niro à l'époque où encore il était Robert De Niro. Il était pas. Quoique c'est revenu un peu ces dernières années, mais c'était pas encore le creux de la vague et il arrivait à instiller du malaise rien qu'avec sa présence physique à l'écran et les scènes avec Juliette Lewis, donc qui fait la fille de l'avocat. Où bah clairement il essaye de la baiser, de se la faire et genre c'est le malaise quoi, le malaise absolu. Enfin ouais, il est dégoûtant quoi. Il est vraiment dégoûtant et le tout, enfin en tout cas pendant les 2 tiers du film enfin c'est très graduel en fait, je veux dire, enfin la façon dont c'est fait, et par contre ça va très loin parce que c'est Scorsese et quand ça pète mais la gestion de la pression est très très intense quoi. On va dire que c'est catharsique, mec, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, quoi. Tu finis sur les nerfs, quoi. Ouais, c'est un bain de sang, évidemment. Où est-ce qu'on met Cape Fear, enfin les nerfs à vif? Pour moi. T'as vu l'original? Est-ce que t'as vu l'original? Alors, je l'ai vu, mais malheureusement, je me souviens que de la fin. La fin m'avait énormément marqué, parce que je l'ai vu quand j'étais petit. C'était Robert Mitchum, mais
Mais Robert Mitchum, il joue dans celui-là en plus. Oui, il fait effectivement un personnage secondaire dans celui-là. Et la fin de l'original, je m'en souviens vraiment très très bien. Le dernier tiers. Par contre, le reste du film, non. Il faudrait que je le revoie parce que je sais que ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais gosse. Mais nous envoyez pas encore vos listes des années 60. Oui, on n'y est pas encore. Bon, où est-ce qu'on va mettre les nerfs à vif? Les nerfs à vif. Moi je le mets tu vois, dans un style violence, pression psychologique, je le mets quand même en dessous de Misery. Et tu vois, par rapport à même à Tati Daniel, je sais pas. Je sais pas. Parce que Tati Daniel, je le trouve plus maîtrisé en tant que film. Enfin, les Cape Fear, ouais. Il y a un truc de, et surtout le sujet, les acteurs sont portés par. Enfin. Cape Fear, c'est un film qui déborde de malaise et d'énergie, mais il y a des moments, ça déborde dans le mauvais sens entre guillemets. Enfin, c'est pas du grand Scorsese, mais il y a toujours la patte, mais c'est pas aussi maîtrisé quoi que. Est-ce qu'on le mettrait entre le Tati Daniel et Street Fighter? Et tu sais quoi, Robert De Niro entre Tati Daniel et Street Fighter, c'est sa place. T'es méchant avec Bob. Non, je suis très méchant. Ouais. Quel grand acteur. Mais j'espère que j'aurai d'autres occasions d'en dire du bien. Attends. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est là, ça s'est présenté comme ça. Donc les nerfs à vif. Pour l'instant, le top n'a pas bougé. Hein, pour l'instant, ouais, le top 10. Ouais. Deuxième film de la liste de Harfang, c'est Chute libre. Falling Down. Falling Down. Michael Douglas, un homme ordinaire qui pète les plombs un jour à Los Angeles. Dire que c'est le troisième film de Joel Schumacher dans la liste. Oui, c'est vrai. Puisqu'on a eu, c'est le deuxième film de Schumacher aujourd'hui. Et autant le dire, c'est peut-être le meilleur film de Joel Schumacher à ce jour, quoi. Falling Down. Alors, c'est pas un film très subtil, je te dirais. Ah non, ça c'est clair. C'est-à-dire, je trouve que, en fait, le problème de ce film, enfin, qui a ses qualités, c'est que le premier tiers est beaucoup plus fort que le dernier tiers. Oui, exactement. En fait, moi, j'ai un problème avec... j'en avais parlé d'ailleurs avec Monsieur Couillix de Los Angeles, parce que lui, c'est un film qu'il adore, genre, vraiment. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu un problème, effectivement, avec la fin. Les nazis qui arrivent. Alors, on va me dire encore des nazis. Non, mais pour le coup, je suis d'accord. Alors que moi, on sait, j'ai une certaine accointance avec ces gens-là. Mais le problème. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te croire. Imagine que c'est leur premier. Non, peu importe. Mais effectivement, à partir du moment où. Parce que t'as un nazi dans le film, la scène est assez étrange. Et genre, tu vois que Schumacher, à ce moment-là, il a ni le recul. Il y a un truc de fascination très bizarre. Il a pas le recul nécessaire ou les couilles au choix. Enfin, après, il peut assumer ou pas. De faire. Enfin. Tu sais, ça se mélange un peu entre nazi et truc. Et au bout d'un moment, tu dis, ouais, mais finalement, tout ça, pourquoi ? En dehors du plaisir de voir Michael Douglas tirer dans un au Uzi dans un une restauration rapide. Enfin, tu sais, tu sais que à un moment donné le truc lui échappe un peu quoi. Faut expliquer juste c'est vrai qu'on l'a pas fait d'habitude, on le fait. On explique juste le début. C'est un été chaud à Los Angeles. Il y a un embouteillage et Michael Douglas est dans sa bagnole et il en a ras le bol de l'embouteillage et il craque. Il sort de sa bagnole et il la laisse là où elle est. Et il craque littéralement, il va au McDo et il demande un McMorning et c'est plus l'heure du McMorning. Voilà. Et c'est quelque chose qui sera refait notamment par This is la peste dans le clip Je pète les plombs. Voilà, exactement. Qui refait un peu cette scène McMorning. Ouais. Et voilà. Et du coup, enfin, c'est il y a un truc très catharsique justement du début. C'est genre tout ce qu'on a un jour rêvé faire. Et si j'abandonnais ma caisse là. Et je trouve que ça se perd complètement. Oui, ça se perd. Et puis t'as un côté. Et puis même le personnage du flic de Robert Duval à la fin, c'est leur dialogue final. Enfin, je trouve qu'il y a un truc. J'aime pas trop le côté. Finalement t'as bien, tu sais, t'as un côté finalement t'as bien fait, tu vois, c'est assez bizarre quoi, parce que même à un moment donné, enfin il tue un mec, même si c'est un nazi, il le tue et genre tu sais c'est un côté ouais mais c'est pas grave, tu vois, c'est assez étrange. Ouais, et puis il y a un truc genre on gueule contre la récession et tout ça mais sans jamais vraiment rentrer dans le sujet en fait. C'est ça que ça m'ennuie. Ouais, donc c'est un film qui est intéressant et qui mérite d'être vu, mais il est à l'image de la filmo de Joel Schumacher, c'est-à-dire très superficiel. C'est ouais, mais pour moi, à mon sens, ça reste son meilleur film. J'ai pas dit que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais je pense que ça reste son ou en tout cas un de ses 2-3 meilleurs films quoi. Clairement. Il est plus intéressant d'en discuter. Oui, il est beaucoup plus intéressant que. Même s'il n'y a pas Alicia Silverstone en combi. Voilà, c'est ça. Ou Georges Clooney en combi. Ou Georges Clooney en combi, voilà. Où est-ce qu'on va foutre ce film ? Putain, mais ça me rappelle, ouais. C'était à l'époque où il avait fait le droit de tuer, ouais. Le droit de tuer, c'est très compliqué comme film. Mais bref, c'est.
Ouais, c'est fascisant. Oui, quoi. c'est vrai. Là, Genre, si tu fais ce film sans te rendre compte de ce que tu fais, c'est que t'es vraiment Ouais. un connard. je pense. là, c'est limite, mais ouais, c'est bizarre, quoi. Mais Ouais. ça reste intéressant. Le début, le premier tiers. Le début est vraiment bien. C'est beaucoup moins bon que Doberman. Je préfère Delicatessen. Je préfère Delicatessen, je préfère aussi Nadessi, je préfère Mask. Ouais. Euh, Mais je préfère ça à Donnie Brasco. Ok, bah écoute, Arachnophobia et Donnie Brasco. Je te le donne. Chute libre. Qui est presque au milieu du classement, j'ai l'impression. Bah écoute, chute libre. Troisième film de la liste de Harfang, c'est LA Confidential. Ah, LA Confidential. Adaptation d'un roman de James Ellroy, avec Guy Pearce, avec Russell Crowe, avec Kevin Spacey. Et Kim Basinger. Et Kim Basinger. Moi, sans détour, c'est un film que... Et James Cromwell, que j'adore. Oui, James Cromwell, exactement. Un casting 4 étoiles et un film que vraiment j'aime énormément. Parce que c'est un polar, voilà, enfin... C'est James Ellroy, donc c'est l'époque du grand Hollywood, du grand Hollywood avec ses trafics, avec ses... C'est la nostalgie des années 50 voilà. de l'Hollywood où on pouvait enfin les mecs, il y avait les journalistes qui traquaient les stars. Voilà, qui traquaient les stars, etc. Et les trucs un peu sales. C'est Sin City avant que ça tourne mal. Voilà, c'est Sin City, mais avec des costards 3 pièces. Voilà. Et c'est un film, moi, j'aime énormément. Enfin, je trouve le scénario hyper bien maîtrisé. J'adore ce film. Et la narration. Je suis sûr que l'auteur original va chier dessus, mais moi, j'adore ce film. Et alors, pour l'anecdote, moi, j'ai lu le roman et le Confidential, et j'ai rien compris au roman. Autant le dire tout de suite. Enfin, alors j'aime beaucoup James Ellroy, j'en ai lu beaucoup, mais le Confidential, ça fait partie de ses œuvres qui sont tellement touffues. Enfin, t'as un milliard. Enfin, c'est aussi le style Ellroy, c'est-à-dire que t'as plein de personnages que tu retrouves qui sont des personnages secondaires, etc., mais qui forment un espèce de tissu, tu vois, un espèce de tissu de son œuvre. Mais là, le bouquin est vrai. Enfin, moi, j'avais trouvé genre vraiment confus pour du Ellroy, alors que le Dahlia Noir, par exemple, c'est sans doute dans mon top 5 de bouquins ever. Et je trouve que le film est pour moi une adaptation vraiment parfaite, c'est-à-dire que ils ont pas pu faire le bouquin entier parce que le bouquin c'est un putain de pavé, mais ils ont réussi à tirer de la substantifique moelle, à garder l'essentiel de l'intrigue et à rendre ça genre super agréable à suivre. Il a été streamliné au point où tu comprends ce qui se passe et de manière assez claire. Et moi je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir choisi les meilleurs acteurs au meilleur moment pour jouer. Non mais Russell Crowe est génial. Ils ont tous une double facette. Russell Crowe c'est un officier, mais en même temps il est bourrin, mais en même temps il a un grand cœur, il supporte pas que la femme se fasse tabasser. Et Kevin Spacey c'est un opportuniste, mais finalement c'est un bon flic au fond de lui, c'est juste qu'il l'a oublié. Guy Pearce c'est un idéaliste, mais c'est une brute au fond de lui. Enfin tu vois, effectivement t'as... Et puis il y a Kim Basinger qui est extraordinaire. Qui joue le sosie de Veronica Lake. Qui joue le sosie de Veronica Lake dans des parties fines. Voilà, c'est son job. Et dans le genre femme fatale, enfin, elle est vraiment parfaite là où il faut. Et non, c'est un film que... Vraiment, c'est un film que j'adore pour le coup, les Confidential. Ouais, j'adore ce film aussi. Vraiment, je trouve qu'il y a une belle... C'est un beau film. Enfin, genre, c'est vraiment... on croit en ces années 50. Oui. C'est un film qui a la carrure pour être dans la filmo des frères Coen, je pense. Ouais, tu vois, en termes d'ambiance, en termes de chronologie, en termes de narration, presque la mise en choix scène, des acteurs, mise en scène. Enfin, c'est Sauf que c'est plus dramatique, c'est moins drôle. Oui, t'as pas le côté absurde des frères Coen qui, même dans leurs films les plus noirs, t'as toujours un côté très absurde. Là, au contraire, c'est très âpre. Et mais c'est vraiment un grand polar, quoi, grand polar. Bah écoute, je te propose de le classer et je pense qu'on va le mettre assez haut. Je pense qu'il va finir assez haut, ouais. Moi, je le vois même plus haut que là où t'as tes lignes. Hein. Moi, je le vois aux alentours de Reservoir Dogs, tu vois. Est-ce que tu penses que LA Confidential est supérieur à Reservoir Dogs ? Alors, mon dilemme est là, c'est que je pense que Reservoir Dogs est supérieur, mais je pense que LA Confidential est supérieur au Silence des Agneaux, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, dans ces eaux-là, ça me paraît pas mal. Je pense pas qu'il soit meilleur que Sixième Sens. Alors on peut le mettre juste en dessous.
Tu vois, entre Reservoir Dogs et Sixième Sens. LA Confidential. Ce qui n'enlève rien à ces films-là, évidemment. Et c'est un film que j'adore revoir. Oui, moi aussi. J'adore. C'est un film dans lequel je me pose et j'adore le. Et alors, ça m'étonne d'autant plus que Curtis Hanson, il a filmo un problème, quoi. Enfin, je veux dire. Curtis Hanson, c'est genre, il a fait cette pépite et en fait après, on peut lui sauver 8 Miles. 8 Miles, ouais, 8 Miles, et c'est là que tu vois que dans 8 Miles, donc le film véhicule de Eminem, c'est là que tu vois que c'était vraiment un vrai bon réalisateur sur les conventions, parce que dans 8 Miles, il arrive à faire une vraie mise en scène qui tient vraiment le film, en plus d'avoir sa star à l'époque de rap, quoi. Il arrive à faire un vrai film autour de ça, quoi. Et pour l'anecdote, hier, j'étais en train de me remater les battles de 8 Mile. Ouais. Comme ça, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me remater les battles de 8 Mile. Ouais. Et il y en a vraiment, vraiment chouettes. Et il y en a qui sont vraiment chouettes, ouais, je suis d'accord. Ouais. Eh bien, écoute, je crois que c'est tout pour la liste de Harfang. Eh ben, très bonne liste, merci Harfang. Écoute, on va changer un peu d'ambiance et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Antoine David. Merci Antoine pour ta liste. Et qui nous a envoyé une liste qui s'appelle Le celluloïd était tendance dans les années 90. Ah, oh là. Et alors ça commence par, et je te le cache pas, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Oh là. Le Iron Giant. Ah, bah bien sûr, et oui. Iron Giant, oui. Extraordinaire film de Brad Bird. Son chef-d'œuvre pour moi. Oui, de son chef-d'œuvre tout court. Hein. Je pense que effectivement c'est un film d'une beauté. D'une beauté, d'une intelligence, d'une écriture, en premier degré, en deuxième degré. C'est un film. Justement, on parlait de cette référence aux années 50. C'est un film qui évoque les années 50. Ou dans lequel il y a un robot géant qui arrive, tout à fait, ouais. Qui arrive sur Terre et qui se lie d'amitié à un jeune garçon, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais, vas-y, mais c'est enfin ouais, c'est en plus, c'est un film moi j'aime beaucoup parce que la relation qui s'établit entre cette boîte de conserve géante et ce garçon, enfin tu sais, ça marche beaucoup à la mise en scène, aux attitudes entre les personnages, etc. Enfin c'est pas un film qui va t'assommer d'un discours. Enfin c'est un film qui se déroule et qui t'imprègne, quoi. Il y a vraiment un truc très réussi là-dedans, quoi. Tous les personnages sont intelligents, ils ont tous une motivation. Les méchants, ceux qui sont présentés comme les méchants, c'est-à-dire l'armée. L'armée, tout à fait, ouais. Ont aussi une espèce de légitimité. Et en même temps, on comprend exactement quelles sont les positions, la position des personnages par rapport aux autres. Il y a une vraie intelligence d'écriture dans ce film Brad Bird a écrit un truc incroyable. Enfin, il n'était pas tout seul avec lui. Oui, et le design, le design, c'est le meilleur film de Vin Diesel. Sans aucun doute possible. C'est vrai. C'est aussi le meilleur film de Jennifer Aniston. Oh putain. Ouais. Et comme quoi, Et il y a un truc, je peux pas le spoiler, évidemment, mais la fin à chaque fois, elle me foudroie. Et c'est ça qui est intelligent avec ce film, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture. Le gamin, il est fan de BD, et donc il va initier son robot à la BD. Ouais. À tout ce monde imaginaire et à toute cette symbolique de l'héroïsme, et le robot va au fur et à mesure comprendre ça, et c'est peut-être un de mes films d'animation préférés de tous les temps avec Akira, je pense. Mais non, il est vraiment, vraiment, vraiment très chouette, quoi. Et si je dis que c'est un film d'animation important pour moi, c'est que je le mets au-dessus de Mononoke Hime, ça c'est sûr. Eh ben oui, on peut le mettre. Moi, je le mettrais peut-être juste en dessous du Truman Show, personnellement. Ok, banco. Eh ben écoute, putain, quelle entente, c'est cet épisode. Iron Giant, 4e meilleur film des années 90, et c'est un film qui a été un flop, je tiens à le préciser. Oui. Malgré le succès critique. Ouais, tout à fait. Il a été un flop, et bien sûr ils se sont fait, et c'est un film devenu culte après. Et non, c'est vraiment un film extraordinaire. Et je vous engage à le voir, bien sûr. Évidemment. Alors, le deuxième film de la liste d'Antoine David est Porco Rosso de Hayao Miyazaki. Ah, Porco Rosso. Voilà, je vais te laisser en parler. Le Japon, c'est ton rayon. Ouais, mais c'est peut-être je crois que de cette période-là, c'est mon Miyazaki préféré. Porco Rosso, c'est le seul
film réaliste de Miyazaki avec. Enfin, réaliste, il y a comme un cochon. Voilà. À part le fait qu'il y a un cochon, à part le fait qu'il y a un personnage avec une tête de cochon, ce qui a, enfin, je veux dire, ça arrive dans BoJack Horseman tous les jours. Mais à part ce fait-là, c'est son film le plus réaliste car il est ancré dans un moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, et il y a des références à d'autres pays, à d'autres des choses de notre histoire. Voilà, le cochon, c'est juste ce qu'on appelle une licence poétique. Voilà. Et Porco Rosso, c'est un acariâtre, tête de cochon, pilote italien, et il pilote un hydravion et il vit éloigné de tout, il est vraiment, enfin, je sais pas, planqué quelque part en Méditerranée, quoi. Et au fur et à mesure, il va affronter un rival, il est amoureux d'une femme. Et son amour, évidemment, il est contrarié par le fait qu'il a une tête de cochon. Voilà, exactement. Et c'est mon Miyazaki préféré de cette période, c'est une certitude. Et c'est, je pense, parce qu'il y a eu Le vent se lève depuis, mais c'est le film le plus personnel de Miyazaki. Parce que c'est un truc, enfin, on peut le déduire, mais c'est l'aviation et toute cette période-là, enfin, c'est un truc qui lui tenait vraiment à cœur personnellement. Il y a le thème de l'aviation. Il y a le thème de la guerre et moi évidemment Porco Rosso c'est le double fictif de Miyazaki lui-même, tout à fait, ouais. Qui est lui-même un mec acariâtre, un mec je vous engage à regarder les documentaires qui existent sur Miyazaki, c'est passionnant parce que ce mec a pas l'air sympa du tout en fait. Il a l'air de... il suffit de voir la façon dont l'héritage s'est passé avec son fils. Ouais, en plus de traiter son fils comme de la merde. Alors, ce mec est assez. Alors que c'est quand même un réalisateur qui témoigne, d'un type qui témoigne d'une humanité énorme dans ses films et d'un niveau de compréhension de l'humain et encore une fois des petites filles. Enfin, pour moi, c'est peut-être l'un des réalisateurs qui a le mieux compris ce que c'était que d'être une petite fille. Et effectivement, ça a l'air d'être un humain compliqué à gérer. Je regarde ça comme un film autobiographique beaucoup plus que Le vent se lève, quoi. Oui, non, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Ouais. Et bien entendu, c'est un réquisitoire contre la guerre. Enfin, c'est tout ce qu'on veut des valeurs humanistes de Miyazaki, voilà. Et je trouve que c'est un film génial, c'est un très très beau film. Et c'est celui qui est le moins aimé au Japon. À chaque fois, ils font des sondages, c'est celui qui arrive en dernier. Mais enfin, pas forcément, je sais pas si c'est le moins aimé ou pas, mais c'est pas celui qui ressort le premier quand tu parles de Miyazaki. C'est un peu un film oublié. Peut-être aussi parce qu'il sort un peu des canons de ses autres films aussi. C'est peut-être pour ça, je sais pas, qu'il est un peu oublié dans la filmographie, je trouve, de Miyazaki de manière générale, quoi. Ouais, ça c'est clair. C'est pas un film qui arrive évidemment, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas celui qui va sortir quand on va en parler, quoi. Et pourtant, quel beau film. Et ouais, donc il n'ira pas au-dessous de Mononoke, ça c'est certain. Oui, ça me va. J'ai pas de. Je pense que Iron Giant est un meilleur film. J'ai aussi plus d'affection pour Iron Giant. Écoute, je le mettrais entre 6ème Sens et LA Confidential. Écoute, ça me va. Ça te va? Donc, un grand film sans aucun. Sans aucun contexte possible. Ouais, tout à fait. Et si tu veux le voir, il a été doublé en français avec la voix de Jean. Ouais, putain. Au moment où tu l'as dit, je m'en suis rappelé. Parce que à l'époque, la promo, c'était avec la voix de Jean Reno. Oui. Genre, what? Et tu sais qui doublait Curtis? Non, je me rappelle plus. C'était Jean-Luc Reichmann. Oh, putain, la vache, le pauvre Miyazaki, quoi. Oh là. Non, mais en plus, tu sais quoi, Jean-Luc Reichmann, il faisait beaucoup de doublage. Hein. Ah bah oui. Mais honnêtement, Jean-Luc Reichmann s'en sort beaucoup mieux que Jean Reno. Ah bah. Jean Reno, parce que je l'ai vu un peu en VF pour voir les premiers moments du film. Il est pas dedans, quoi. C'est compliqué. Voilà. Et alors le dernier film de cette liste sur les celluloïdes, c'est The Thief and the Cobbler, qui s'appelle Le voleur et le cordonnier. Est-ce que tu as entendu parler? Non, je ne l'ai pas vu. Alors écoute, c'est un film très très compliqué. C'est un film c'est un long métrage réalisé par Richard Williams, qui est sorti en 95, mais dont le développement a commencé dans les années 60. Ah oui, d'accord, donc... Tu vois, ou genre 60 ou 70, genre c'est un des films qui a été le plus retardé de l'histoire de tous les temps, je crois.
Si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Putain, la vache, oui. Donc oui, tu sens déjà le truc qui... le climat pas très sain, quoi. La pré-prod a commencé dans les années 60. Ensuite, il y a eu ils se sont enfilés le bébé entre plein de réalisateurs. Et ensuite, il a fallu, tu sais, récupérer le soutien financier. Et par miracle, ce film est finalement sorti. Bon, après, tu t'imagines, les gens, ils étaient plus au top de leur forme dans les années 90. Oui, c'est ça. Ils étaient plus la tête à ça, quoi. Voilà. Et c'est Arabian Nights, c'est les contes arabes. Alors, je regarde vite fait l'affiche. Je vois qu'il y a Vincent Price qui prête sa voix quand même. Ouais, alors je crois qu'il y a Matthew Broderick, non, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donald Pleasance. Enfin, il y a quand même voilà. Il y a du beau monde au casting quand même. Non, mais et en plus, alors il faut dire un truc, c'est que il y a différentes versions du film qui sont sorties. Il y a la version Miramax qui a récupéré le bébé à la fin. Et il y a plein de versions différentes et je crois qu'il y en a une qui existe sur YouTube et ça doit être la version définitive. Et du coup, le problème des films qui ont une si longue gestation, c'est que ça ressemble à rien. Oui, en fait. Bah ouais, tout à fait. Ils en payent le prix forcément au bout d'un moment, quoi. Ils en payent le prix qualitativement et ça se voit en termes de ça se voit en termes de dessin, quoi. C'est comme une BD que t'as fait en 2 temps. Ça se voit clairement en termes du narration et du coup ça reste un film expérimental et un film qui est intéressant c'est plus un film intéressant pour les écoles d'anime en fait. Oui, parce ouais, que oui. C'était avant les images de synthèse et du coup ouais, c'est un film compliqué à classer, quoi. Et donc du coup tu l'as pas vu, oui, voilà, c'est ta responsabilité. C'est un film que j'ai pas des masses de plaisir à voir en fait. Ah bah écoute, tant que tu me le mets au-dessus de Hook, moi ça me va. Hein. C'est vrai. Non mais tu vois, en plus le problème c'est que c'est un film qui c'est comme les jeux qui sont nuls ou pas forcément nuls mais qui tombent à plat. Et voilà, c'est le terme, c'est tomber à plat. C'est les jeux qui tombent à plat. Et ce qui est plus intéressant, c'est comment ils en sont arrivés là. C'est d'où ils partaient et comment est-ce qu'ils sont arrivés là, quoi. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, quoi. Et je comprends que ça va être tenu à cœur les mecs, mais voilà. Écoute, je le mettrais entre Existence et Fortress. Bah écoute, Daniel, c'est ta responsabilité. Je ne vois pas d'objection. Ce qui est pas une mauvaise place. Oui, c'est pas une disgrâce non plus. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clairement un film difficile à apprécier à sa juste valeur. Eh bien, écoute, on va remercier Antoine David pour sa liste très exigeante. Oui, merci Antoine David. Et c'est pas forcément, tu vois, un truc auquel j'aurais pensé de parler de ce film-là dans les années 90. T'as tellement de trucs à évoquer, c'est bien d'y avoir pensé, quoi. Et écoute, on a encore le temps de se faire une liste ? Bien sûr qu'on a le temps, j'ai toujours le temps. Eh bien, écoute, on va se faire une petite dernière liste parce que je sais qu'il y en a qui font leur footing là, ils ont pas fini. Oui, c'est ça. Ils font leur semi-marathon en nous écoutant. On se fait engueuler quand on finit trop tôt. Attends. Ouais. Bon, bah écoute, cette liste-là, on va se la faire. C'est une liste qui s'appelle Celle-là, elle est pour vous les gars. Elle est pour vous gars. Et c'est quelqu'un qui a entendu nos suppliques pour parler des films. Ah. Et donc le premier film de cette liste, c'est GoldenEye. Ah bah oui, voilà, GoldenEye. Et tu sais à quel point je suis Bond de film. Voilà. Bah. Et on a eu qu'un seul Bond pour l'instant dans la liste des années 80. Maintenant, allez, enfin parler de Bond. Voilà, bah GoldenEye, c'est le retour de Bond sous les traits, enfin pas le retour, mais en tout cas le premier film de Bond sous les traits de Pierce Brosnan. Alors, il faut juste pour dire un truc, c'est que Pierce Brosnan aurait dû être à la place de Timothy Dalton déjà 2 films voilà, avant. Ça s'est pas fait, et surtout ça s'est pas fait, mais tu sais comment ça s'est pas fait. C'est genre, ça devait se jouer à quelques heures près. En fait, il était sous contrat pour Remington Steele pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison de Remington Steele. Et si il signait pour une nouvelle saison, et il gardait Pierce Brosnan. Et tout le monde à l'époque voulait Pierce Brosnan et voulait Pierce Brosnan pour jouer 007. Et genre il a reçu le fax quoi qui lui dit désolé, tu
tu repiques une saison de Remington Steele avec nous, et il était en larmes, et il était déchiré par cette nouvelle. Et donc, quand il est arrivé sur GoldenEye, il était trop jouasse, quoi. Il était vraiment content de le faire. Et puis aussi quoi. pour le public, enfin, la période de Timothy Dalton, c'était une période qui était assez compliquée parce que c'était des Bonds qui étaient beaucoup plus américains. Par rapport à au côté un peu fantasque des années 80, etc. C'était clairement des films des 80s. Quoi. Et tu vois, le Timothy Dalton, il affrontait des trafiquants de drogue, des choses comme ça. C'était genre, c'était pas le Bond tel que on se l'imaginait contre des grands mégalomanes, des choses comme ça. C'était aussi un Bond plus brut. Enfin, il y avait un changement de ton qui, enfin, en tout cas, moi je me rappelle à l'époque, qui était pas forcément hyper apprécié. Alors oui, et là ils étaient revenus à un ton vraiment plus Bond, avec un peu d'humour. Et là ils sont revenus au ton Bond très Roger Moore. Tendance Roger Moore, effectivement. Et alors il faut resituer le truc dans le contexte, c'est qu'il y a eu 6 ans qui se sont écoulés entre le précédent et celui-là. Il y a eu des histoires juridiques entre les droits enfin des histoires de droits, les reventes. Broccoli a revendu ses parts et tout ça. Enfin il y a eu tout un merdier, plein de difficultés de gestation. Et surtout, c'est le premier James Bond d'après l'Union soviétique. Oui, et ça, c'est très important parce que pendant des années, l'Union soviétique, c'était les méchants. Bah, c'est même l'essence, enfin, la caractérisation. L'essence même de Bond à la base, c'est ça. C'est un agent qui peut s'infiltrer derrière les lignes ennemies, à savoir les Russes. Les Russes. Et là, les Russes ne sont pas complètement les méchants. Non. Mais et le méchant vient plutôt de l'intérieur. Ouais, mais t'as un côté fall down, en fait. Enfin, t'as les répercussions de la chute du mur qui sont quand même au cœur du scénario. Ouais, et ils arrêtent pas de le répéter en disant, bah voilà, c'est la fin du mur, le mur a chuté, l'Union soviétique n'est plus le même, la Russie n'est plus la même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le premier film de Judi Dench. Oui. Qui remplace M. Oui, tout à fait. Et Judi Dench n'arrête pas de répéter à Bond, et ça c'est aussi nouveau dans l'imagerie de Bond, et ça va perdurer jusqu'à Daniel Craig. Elle va lui répéter tout le temps c'est un homme du passé, qu'il est machiste, qu'il est égocentrique, que c'est un connard. Ce qui est pas faux. Et ça tout pendant tous les films de M, enfin de Judi Dench, qui est excellente dans son rôle. C'est un super contrepoint. Enfin, moi, j'adorais la relation qu'il y avait entre ce M là et les Bonds nouveaux, justement. Je trouvais que ça fonctionnait super bien, quoi. Et ouais, c'est vraiment le Bond du changement d'une époque. Ils ont fait appel à Martin Campbell. Martin Campbell, qui est devenu un peu le yes man des licences. Oui. Un peu, comme ça. Et c'est marrant parce que justement, Martin Campbell, en tout cas au moment où ils ont fait appel à lui, c'était pas du tout cette optique-là. Enfin, c'était un type, il produisait des films d'Alan Clark, il était parti sur il avait une réputation peut-être pas forcément arty, mais en tout cas, c'était pas encore le yes man. Et effectivement, par la suite, il va faire le Masque de Zorro, Vertical Limit. Enfin, il va enchaîner que des trucs de commande, quoi, genre pour faire plaisir aux gens, quoi. Et ouais, Martin Campbell, il va exceller là-dedans. Ça va être le retour en grâce de James Bond. Ça va être le film il va vraiment cartonner au box-office. Et il y a des nouvelles idées en plus. C'est-à-dire, par exemple, on peut pas dissocier ce film de Famke Janssen, à mon avis. Ah bah bien sûr. Alors, j'attendais que tu n'entends pas. C'est genre le plus grand choc pour moi du film, c'est Famke Janssen, quoi. C'est alias Xenia Onatop, qui est un nom débile. C'est un nom génial. La preuve, on s'en souvient, parce que l'autre meuf, personne ne s'en souvient comment elle s'appelle. Non, il y avait Famke Janssen en Xenia Onatop. Natalia, tu veux dire, qui était la méchante Bond girl, mais c'était un fantasme absolu. La scène où elle... il faut dire un truc, c'est qu'elle tue les gens avec ses... En les étouffant avec ses cuisses. Et voilà, et rien que ça. Avec ses cuisses. Et alors, je peux te dire, puisque j'analyse les James Bond, bien sûr. Je crois il est en pratique et je commençais à le dire. Non, j'analyse le truc. Je sais pas, je crois qu'elle l'étouffe avec sa chatte, quand même. Bah, l'idée, c'est ça, je pense. Oui, c'est... Grand personnage, elle est sadique et elle change vraiment des anciennes méchantes James Bond girls. Oui, parce qu'en plus, enfin, t'as un côté, elle est cruelle, elle aime torturer. Elle est cruelle, elle a vraiment du répondant. Enfin, genre, c'est un vrai challenger parce que d'habitude, dans James Bond, t'avais des seconds couteaux. Enfin, tu vois, t'avais le type avec le chapeau et des choses comme ça, mais à chaque fois, t'avais aucune femme qui arrivait à se dire, ouais, à un moment donné, Bond, il peut prendre sa raclée avec ce personnage-là. Bah, elle, clairement, si, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter sur
sur ce film parce que vraiment c'est un film assez riche et intéressant à analyser. D'abord pour moi c'est clairement le meilleur Pierce Brosnan. Oui, pour moi aussi. Oui, là, mais genre il y a même pas photo. Enfin, après ça va être la chute libre. Ouais, après c'est vraiment compliqué. Et oui, c'est vraiment le meilleur Bond de Brosnan de loin quoi. Moi je suis pas un mec à Brosnan. Clairement, j'aime pas les Brosnan, mais c'est clairement le meilleur de tous. La scène d'intro est à couper le souffle. Ouais, non vraiment il y a pas de doute. La scène d'intro où il saute. Enfin, tu vois comment c'est fait. Et il y a un truc que j'aime bien. Et c'est un film aussi où Sean Bean meurt 2 fois. C'est quand même pas mal. Sean Bean meurt 2 fois. Et il y a beaucoup de trucs que j'adore dans ce film. Par exemple, les Russes, qui sont joués évidemment par des. Il y a Chicky Cario dans le rôle d'un Russe. Mais oui, putain, c'est vrai, exact. Il y a beaucoup de choses. Enfin, les Russes sont extraordinaires. Il y en a un qui j'adore. À un moment, il se fait braquer par James Bond et il fait. Walter P.P.K. There's only 3 agents who use that weapon. I killed 2 of them. Et tu sais, avec son accent russe, c'est mieux que pas mal des mauvais Moore. Oui, non mais vraiment, c'est pas un très grand Bond ou un très grand film, mais tu t'emmerdes pas. Enfin, je veux dire, le contrat est rempli pour moi quand je vois GoldenEye quoi. C'est voilà, c'est le Bond que tu peux regarder et t'es content d'avoir passé ta soirée, voilà, tranquille quoi. Ouais, il y a un côté actionneur. Alors, si je peux me permettre, et là c'est vrai, enfin je vais me permettre, il y a un gros défaut à ce Bond là pour moi, c'est la musique quoi. Est-ce que tu te souviens de la musique? Oui, bah alors le thème c'est Eric Serra. C'est Eric Serra avec le oui et genre oui, effectivement. Tu sais quoi, je pense que on va laisser on va mettre en lien. Je vais même plus que mettre un lien, je vais faire un petit montage par-dessus nous. Là, imagine-toi que les gens, on est en train d'écouter la musique. Je vais mettre la musique de la poursuite de bagnole qui est extraordinaire. On dirait un soft porn des années 70. C'est trop mauvais quoi. C'est vraiment la pire des musiques de James Bond jamais faites. Et quand tu sors de John Barry, c'est trop. Ah mais oui. Il était clairement pas dans le game. Il était clairement pas dans le game. Et il paraît que ça a été. À la fin, tu entends le thème en boucle de 007, ils ont oui, ils ont préféré ça. Ils ont préféré et ils l'ont refait et il paraît qu'ils ont fait revenir un autre compositeur, enfin non, mais c'est sûr, ils ont fait revenir un autre compositeur à la fin pour compléter. Écoute, c'est clairement pas le film d'Eric Serra, ça c'est sûr. Non, ouais, il était pas avec nous à ce moment-là. Et puis c'est la fin de beaucoup. Alors si je peux être un peu geek, c'est la fin de beaucoup de choses. C'est la fin d'une. Non, c'est pas le dernier Rémi Julienne. Si, c'est peut-être le dernier Rémi Julienne. Ah. Parce que Rémi Julienne, il a fait tous les derniers Bonds. Ah, peut-être. Alors ça, je saurais pas de tête là comme ça. Dans celle de View for a Kill qu'on a reviewé oui, déjà. Oui, tout à fait. Qui reste pour moi vraiment le truc, la marque de fabrique quoi. View to... Et il y a un truc que je trouve un charme indiscutable dans celui-là, c'est que il est encore fait à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est encore des maquettes et. Oui. Si vous aimez les maquettes, parce que moi j'adore les films avec des maquettes qui explosent, c'est Derek Meddings qui fait les maquettes de celui-là, et c'est son dernier film. Après, c'est toute une génération va mourir. Il y a celui qui fait les génériques, il est mort en 91. Du coup, non mais c'est mais comme c'est Binder et tout d'un coup il est remplacé par des CG. Mais ouais, c'est le dernier James Bond fait un peu à la main en fait. Mais c'est ça en fait. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment à tous les niveaux, c'est le Bond de la transition. C'est-à-dire que il s'est arrivé un truc où il savait plus quoi faire de la formule parce que finalement, enfin, tu vois, les précédents, ils ressemblaient vachement à n'importe quel film d'action entre guillemets, même s'il y a des particularités. Enfin, ils savaient plus quoi faire de la formule, etc. Et ils étaient obligés de se réinventer en tout cas de retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire spécifiquement avec James Bond et du coup ils ont été voilà, ils ont dû faire des choix, ils ont abandonné des trucs, ils ont essayé et c'est vraiment le Bond de la transition quoi. Pour moi c'est et de la renaissance. Enfin je veux dire c'était je me souviens en tout cas les gens attendaient plus James Bond comme un carton au box-office, ouais, tu vois. C'est clair. Alors que on avait passé le cap. On avait passé le cap, alors que d'un seul coup, et d'ailleurs Martin Campbell, ce qui est drôle, c'est que c'est le mec qui va ressusciter 2 fois James Bond, parce que c'est lui qui va faire Casino Royale, quoi. Peut-être qu'il fera la prochaine résurrection. Peut-être qu'il fera la prochaine résurrection. Et il y a un dernier truc dont on n'a pas parlé. Je crois, si j'ai parlé de Maurice Binder pour le générique, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour parce qu'on n'a pas parlé de GoldenEye. Ouais, Tina Turner. De Tina Turner. Encore elle. C'est une chanson écrite par Bono et Edge.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. Et alors, le savais-tu? Et là, je peux le mettre en lien avec le podcast quand on va le publier. Savais-tu que Ace of Base avait fait son générique? J'adore les génériques qui n'ont jamais été choisis. Ils avaient fait une chanson, et tu sais, ça s'appelle, tu sais, ils avaient fait GoldenEye, tu vois, pour que ce soit le refrain lancinant. Et comme ça a été refusé, je ne sais pas pourquoi. Et ben, du coup, ça se fait The Juvenile. Ils l'ont recyclé, quoi. Ah ouais, je te conseille mais j'adore les génériques recyclés de James Bond. Il y en a toujours un ou deux. Bah, il y en a eu un pour le dernier James Bond, c'était fait par Radiohead. Radiohead, ouais, tout à fait, ouais. Qui était pas mal, qui était beaucoup mieux que... Qui était beaucoup mieux, mais que je trouvais quand même nul à chier. Mais qui était genre beaucoup mieux que ce qu'ils ont pris au final. Ça, c'était... Ah bah, et qui a eu un Oscar, je tiens. Non, mais quel scandale, quoi. Putain. Genre, lui-même était surpris de... Non, mais et pourtant, je fais partie des gens qui ont aimé Spectre, mais le générique, je me suis endormi, moi, dans la salle, quoi. Ouais. C'est genre... Ah ouais, avec ses bandages tentacules. Ouais, qu'est-ce que c'était que ça, quoi. Ah, c'était pas très bien. Où est-ce qu'on va le mettre? GoldenEye. Ce film assez plaisant et qui a aussi été un très très bon jeu. Oui. Putain, le dernier truc qu'on a pas dit, il y a un très très bon jeu. Oui, alors, et pour le coup, l'un des rares FPS à avoir un vrai sens par rapport à son support qui était la Nintendo 64. Enfin, je veux dire, c'était ils ont vraiment pensé le jeu. Le jeu inventeur du headshot. Ouais. Peut-être pas inventeur du headshot, mais... Bah, genre celui où tu vraiment... Oui, enfin, en tout cas, pour vous, le public console, peut-être. Mais en tout cas, non, mais c'est un vrai jeu qui était pensé non pas pour faire comme les FPS sur PC, mais pour dire, bon, bah, j'aimerais faire ce genre-là sur cette manette, comment est-ce que je fais? Et ils sont vraiment cassés le cul et ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Ouais. Ah, j'aime bien t'en dire du Non, mais voilà, voilà, c'est vrai, quoi. Où est-ce qu'on va le mettre? Moi je verrais. Bah, tu sais que moi, le problème pour moi, c'est qu'un film de James Bond est toujours plus intéressant qu'un film sans James Bond. C'est sûr, mais je mettrais pas trop. Enfin, c'est un film plaisant, mais voilà, c'est. C'est vrai qu'il y a des trucs marrants, tu vois. Mais je préfère quand même. Je sais pas, par rapport à Street Fighter, tu vois, par exemple. Moi, j'ai de l'affection pour Street Fighter. GoldenEye, je sais juste que je vais pas m'ennuyer. Tu vois ce que je veux dire? La différence. J'ai pas. On le met au-dessus de Face Off. On le met au-dessus de Face Off. D'accord, ça me va. Très bien. Mais en même temps, j'adore ce film avec ses Russes, quoi. Et surtout, ces maquettes qui explosent. C'est le dernier film où on voit des trucs comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Après, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où ça se voit et c'est touchant. Je veux dire, après, on aura fucking Pierce Brosnan sur un kitesurf avec le tsunami derrière. Putain, oui. En plus, l'épisode anniversaire, genre, joyeux anniversaire, quoi. Putain, le cadeau empoisonné. Si vous voulez qu'on parle mal des autres films de James Bond, envoyez-les. Personne ne les a. Oui, lâchez-vous. Ah, remarque, est-ce que c'est encore... Oui, il y en a encore dans les années 90. Ouais. Il me semble, ouais. Tout juste, mais ouais. Il me semble. Ouais, ils y sont. Et encore, c'est pas le début de la fin. Si, c'est le début de la fin. Bah écoute, déjà, voilà, ce premier film pour me faire plaisir sur cette liste. Je te remercie. Et alors, le deuxième film, c'est L'Antre de la Folie. L'Antre de la Folie, de John Carpenter. Donc, dont vous me connaissez, vous savez l'affection que j'ai pour John Carpenter, et c'est son dernier grand film. C'est même pas son dernier bon film, parce qu'il en a fait un autre par la suite qui était bon, mais celui-là, c'est son dernier grand film. C'est l'histoire de Sutter Kane, qui est un écrivain de films d'horreur très inspiré de Lovecraft, et qui en fait disparaît à quelques jours de la publication de son nouveau roman, et on mandate Sam Neill, un agent d'assurance, pour faire le mystère là-dessus. Et Sam Neill, celui d'Octobre Rouge. Celui d'Octobre Rouge, c'est ça. Et c'est un film, c'est un hommage à Lovecraft, évidemment, mais c'est un film, plus je le regarde, et à chaque fois que je le regarde, je trouve à chaque fois de mieux en mieux. Enfin, c'est justement le glissement dans l'antre de la folie, dans la folie, et vraiment de gérer de façon vraiment géniale. Enfin, c'est par petites touches, et puis au bout d'un moment, ça s'enchaîne, ça s'imbrique, et t'as à chaque fois la bonne idée de mise en scène au bon moment. La fin est extraordinaire. Enfin, la dernière minute de ce film-là, elle est absolument géniale, et t'as tout un regard et toute une lucidité de Carpenter par rapport à son statut d'auteur lui aussi. Enfin, c'est vraiment Carpenter, mais vraiment
toutes ses dernières tripes dans ce film-là. Et c'est son dernier chef-d'œuvre, quoi. Il est vraiment hallucinant de bout en bout, quoi. Écoute, je l'ai revu il y a pas si longtemps et je te suis assez là-dessus. Mais en même temps, je pense que ce film aurait gagné à avoir d'autres acteurs que ceux qui y sont. Alors, moi, je trouve... Je pense que s'il y a Sam Neill et la fille est complètement anecdotique, oui, alors qu'elle a un rôle pivot dans l'histoire. Ouais. Sam Neill et moi je trouve il est parfait dedans, mais c'est vrai qu'à côté, tu souffres un peu du casting à la Carpenter qui n'a pas forcément les sous d'avoir qui il veut. Et... Oui, c'est sûr qu'il a pas eu DiCaprio comme. C'était pas son Shutter Island. Oui, c'est ça. mais c'est un film. Enfin, oui, t'as toujours ce côté fauché. Enfin, je veux dire, c'est pas un gros blockbuster, un gros budget, etc. Enfin, c'est très loin d'être son plus gros budget, etc. Mais derrière, t'as un tel talent dans la mise en scène, dans la gestion de la narration et tout. Ah, et alors est-ce que je peux te choquer aussi, c'est pas. Je trouve que les musiques à la guitare un peu rock, ça dessert un peu le film. Genre la musique, c'est pas les meilleures musiques de Carpenter. Alors oui et non, c'est-à-dire que, enfin, si t'écoutes bien, en fait, c'est le thème principal surtout, mais que je trouve génial. Moi, en fait, les premières fois où je l'ai vu, ça m'avait aussi un peu choqué. Et en fait, enfin, maintenant, ce thème, je peux plus m'en passer. C'est un de mes préférés de Carpenter. Ah ouais. Ouais. Et c'est comment dire, t'as un côté très brutal dans la façon dont c'est fait au début avec les presses, tu sais, les presses à journaux, les choses comme ça. Et je pense que c'était une volonté d'être très agressif dès le début, pour justement, enfin, pour déstabiliser. Enfin, il y a un côté parce qu'après dans la suite du métrage, c'est utilisé très différemment et les guitares sont quand même, enfin, sont présentes, mais c'est beaucoup moins comment dire, beaucoup moins mis en avant, je trouve. Mais t'as effectivement pas l'utilisation du synthé ou des nappes atmosphériques. Mais moi comme dit, j'ai été choqué les premières fois que je l'ai vu, mais plus je le revois et plus je trouve que ça s'imbrique et que ça donne du sens, quoi. Je suis moins amoureux de ce film que toi, c'est sûr. Ah mais écoute, je le vois pas au-dessus des nerfs à vif, ça c'est sûr. Ah si, moi Bon, alors dis-moi ce que dis-moi toi où tu le mets. Moi je le mets si, je le mets allez, à la hauteur de Philadelphia. Je préfère revoir Bernie quand même. Ouais, mais pas moi. Et franchement vraiment, l'Antre de la folie, c'est vraiment un authentique chef-d'œuvre qui mérite de sa place, quoi. Je suis pas d'accord, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Ah si. C'est un film intéressant, mais. Ah si, mais alors faut que tu le revoies. C'est la seule solution. C'est ton amour pour Carpenter qui t'aveugle. Non, parce que tu me restes. Non, je le mets pas au-dessus de Kikujiro, c'est pas possible. Ah si, moi je le mets largement. Enfin, pas largement. Je mets au-dessus. Non. Ah si. Il faut qu'on coupe la poire en deux. Non, tu peux pas le mettre aussi bas. Strange Days est plus intéressant. Ah, je trouve l'Entre la folie plus intéressant et plus maîtrisé. C'est. Alors l'histoire de la maîtrise, moi je te parle du résultat. Hein. Mais la maîtrise fait le résultat, c'est bien ça. C'est parce que c'est un film maîtrisé de bout en bout dans sa mise en scène. Pour pas que les gens disent oh là là, tu t'es fait avoir par Camille, je te le donne. Voilà, tu vois, c'est mon combat. Je te le donne, mais tout ça, je prépare du mind game pour les épisodes à venir. Ça, je m'en doute. L'Antre de la folie. Dont je suis pas. Mais bon, il va descendre au fur et à mesure. Hein, je m'en fous pas. Mais je veux dire, je préfère revoir GoldenEye, quoi. Ah non, moi pas. Mais comme dit, l'Entre de la folie, c'est un film où quand je l'ai revu, quand j'ai vu les premières fois, j'accrochais pas trop. Et en fait, vraiment, à chaque vision, et ça fait partie des Carpenters que je peux revoir vraiment. Voilà, ad nauseam quasiment, quoi. Oh, putain. Eh ben écoute, alors c'est pour ça que tu vas accepter très très haut le prochain film de la liste, qui est un film qui m'est destiné plutôt. C'est Taxi, 1998. Vas-y, je te laisse parler. Quoi, t'as pas vu Taxi ? Si, j'ai vu Taxi, si. Mais je sais que ça te tient à cœur. Bah écoute, ça me tient tellement... pour tout te dire, en dehors du Taxi à New York, je les ai tous vus. Donc, c'est vrai ? Ouais.
Alors écoute, Taxi, bon, on va dire que c'est un classique. À sa, Alors moi, à sa je suis façon. fasciné, À sa façon. je suis fasciné par la, la filmo EuropaCorp. C'est pas un film EuropaCorp encore à l'époque. Oui, c'est EuropaCorp Et c'est- qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est pas, non, EuropaCorp n'existait pas Oui, encore. oui, oui, pour, c'est ce que je dis. C'est, structure. c'est, Voilà. mais l'esprit est en gestation, quoi. Voilà. Et c'est Luc Besson qui se dit, il faut faire un film, un polar LOL, qui se passe à Marseille. Et il récupère deux acteurs inconnus à l'époque, Sami Nasseri Et Frédéric Defental. et Frédéric Diffenthal, qui était connu surtout parce qu'il faisait la pub pour les lus. Tu sais, My name is Fred, tu sais, il drague des meufs dans un aéroport. Ah oui, c'est vrai. Et il fait, hey, Exact. my name is Fred, vous voulez des lus? Oh, hello de loup. Et les filles font hello de loup. Elles lui volent les hello de loup. Donc voilà, deux acteurs inconnus et il les place à Marseille, où Frédéric Diffenthal est flic. Il s'appelle Emilien dans le film. Oui, ça je me rappelle. Et Sami Nasseri et Daniel Morales est un chauffeur de taxi, mais un chauffeur de taxi qui se customise. D'ailleurs, il y a un truc pas logique, c'est que par moment il a besoin de s'arrêter, et par moment il se transforme alors qu'il est En pleine route, ouais. il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond dans ce scénario, écrit par Luc Besson, je tiens à le préciser, et c'est réalisé par Gérard Pires. Et c'est Gérard Pires, c'est Besson qui était très très fan de Pires en fait. Oui, parce que de son ancienne film. voilà, Gérard Pires, avant de nous offrir des trucs comme Les Chevaliers du Ciel, etc., c'était un réalisateur, enfin, comment on peut appeler ça, de comédie, un peu bas du front. Un peu les Fantasia chez les Ploucs. Voilà, c'était des trucs, ça volait jamais très très haut. Enfin, tu sais, c'était la comédie franchouillarde. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler ça. On peut appeler ça comme ça en fait. Ouais, et il avait un goût pour les bagnoles et donc du coup, d'ailleurs, ça a fait tilt. Ça a fait tilt et je crois qu'il s'est blessé au cours du à bord d'un hélicoptère parce qu'il pilote l'hélicoptère. Je crois qu'il s'est blessé pendant le tournage. Il était. Alors, est-ce que c'est sur celui-là où il y a eu la mort du caméraman ou c'était? Non, ça c'est le 2. C'était sur le 2, ouais, c'est ce qui me semblait. Mais du coup, il s'est blessé. Il s'est blessé en hélicoptère juste pendant le tournage et Besson était furieux et du coup c'est Besson qui a tourné une grande partie des scènes d'ailleurs de Taxi 1 sans être crédité. Enfin évidemment c'est lui le producteur, il faisait ce qu'il voulait. Et alors pourquoi c'est un film intéressant? C'est parce que il faut le remettre dans c'est un film nul. Hein, oui, c'est un film nul. Mais il y a déjà il y a des cascades signées Rémi Julien déjà. Il y a des cascades signées Rémi Julien qui sont extra. Et s'il faut sauver un truc, c'est qu'il y a Bernard Farcy dans le rôle du commissaire qui joue le commissaire en roue libre. Il est hilarant. J'adore le commissaire. Alors hilarant, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas c'est. Non, mais il joue pas dans le même film que les autres. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement il est sur une autre planète, littéralement. C'est un commissaire nul, mais un commissaire comme on en trouve dans Les Pieds nickelés. Oui, c'est vraiment. Et si on regarde ce film comme l'adaptation des Pieds nickelés, ça passe. Et pourquoi il est intéressant ce film? C'est parce qu'il était fait en plein boom de la Marseille Pride en fait. Oui, oui. C'est-à-dire, c'était l'époque IAM, dont Akhenaton signe les musiques d'ailleurs. C'était l'époque l'OM et tout. Et c'est une époque où vraiment les années tapis. Ouais, les années. Non, mais c'est tout simplement. Vraiment qu'il allait y avoir une nouvelle force qui allait arriver de là-bas, non seulement cinématographique et musicale et culturelle et des choses. Et bon, ça s'est pas exactement passé comme. Tu viens d'associer culture et Marseille quand même dans la même phrase. Hein, je tiens à le souligner. Ah, tu rigoles, mais c'est pas pour rien que les Romains ont fondé cette ville. Hein. C'est parce que c'est un bassin culturel, mon ami. Moi, je défends le Marseille original, hein, pas le Marseille de Jean-Pierre Papin. Et le Marseille de Plus belle la vie, on en parle. Mais tu sais quoi, il faut des novellas. Hein. Moi, j'ai rien contre les novellas. Mais peu importe. Moi, il paraît qu'il y a une saison de Plus belle la vie. Tu me confirmeras, toi qui es fan. Une saison où il y a des extraterrestres et en fait on dirait du David Lynch. Alors je l'ai pas vu, mais il y en a une où ils affrontent ni plus ni moins que le diable en fait. Putain, mais c'est génial. Tout simplement. C'est Bad Lieutenant en fait. Oui. Alors oui, c'est du niveau cinématographique de Bad Lieutenant, ça on est d'accord. Ah putain. Attends, on va en rediscuter de Bad Lieutenant. Du coup, c'est un film qui est assez intéressant de la manière de Besson va produire ses propres films. Après, il y a toujours
la belle blonde venue de l'Est qui parle à peine français et qui a appris qui a appris de manière phonétique son texte. Et il y a surtout... on dirait qu'elle joue comme dans tu sais, comme ce que j'appelle l'acting dictée magique. Oui, comme Jarano quand il jouait dans les films américains, hein, c'était ça. Voilà. Elle s'appelait Petra. Et alors, je vais te dire un truc pourquoi je suis intéressé à ce film. Parce que et il y a Marion Cotillard pré-Oscar, c'est ça? Il y a Marion Cotillard pré-Oscar, et on oublie à quel point elle était extraordinairement belle. En plus, c'est peut-être le film qui l'a en tout cas propulsé sur le devant de la scène, dans mes souvenirs, Marion Cotillard, Taxi. Je crois que sa popularité doit pas mal au succès de ce film-là, en fait. Ah oui, bien sûr. Et après, on va de moins en moins la voir dans les films. D'ailleurs, on va voir que, en fait, Samir Nasri au fur et à mesure. Parce que c'est lui qui va devenir la vraie star du film. Et on va voir les bases, donc, au moins de ce que c'est qu'un taxi, c'est-à-dire, alors, donc, il y a la fille venue de l'Est, il y a les cascades, il y a de l'humour anti-flic, beaucoup d'humour anti-flic, genre, les flics, c'est des connards. Il y a beaucoup de racisme. Oui, énormément, ouais. Et alors, beaucoup pensent que c'est un racisme contre les Allemands, le premier, mais il n'y a pas que ça, puisque quand ils font une filature, il y a un moment, ils voient des Asiatiques, ils font les Coréens, c'est une vraie plaie pour le boulot. Il dit, va t'en voir la différence entre un Coréen et un Coréen. Ouais, non, voilà, c'est. Et ça, c'est des vrais dialogues de ce film. Et plus ça va aller, plus ils vont se lâcher sur cet aspect d'ailleurs. Enfin, ces gens. Dans le 2, c'est. Oui et non. Dans le 2, ils vont exploser et après, ça va retomber. Et c'est justement ça qui est plus intéressant, c'est qu'un taxi. Plus c'est raciste et mieux c'est en fait. C'est ça. Je pense que c'est les meilleurs films racistes que la France ait jamais fait. Mais vraiment, il y a des blagues anti-allemands toutes les 2 secondes. Enfin, vraiment, c'est un film à la fois irregardable et qui est très associé à notre genre le film TF1 quoi. Oui, c'est vraiment le film. C'est un film de son époque. Voilà. Maintenant, s'il fallait que je trouve les bons arguments pour te convaincre de la position très haute où fait ce film, c'est que j'ai envie de te dire que le boss des Allemands, c'est le nazi de OSS 117. et donc, en fait, on peut voir ce film un peu comme un crossover entre ces deux mondes, en fait. Oui, non, mais sauf que on est quand même très loin à tous les niveaux d'OSS 117. Malgré ça, malgré les Allemands, malgré les nazis. Malgré les... Ah bah attends, tu peux pas dire non, un film nazi produit par Besson. Et il y a un truc en fait on voulait faire avec Quix à l'époque et on se mettait taxi tous les deux ensemble en même temps et on le regardait et on prenait des notes au fur et à mesure et je viens de retrouver mon fichier de doc de l'époque de 17 pages de notes sur ce film parce que je me suis dit putain faudrait faire un article. En fait on pourrait faire juste un podcast où on parle de ça quoi. C'est des films nuls et en même temps faciles. Et il y a aussi un autre truc important, c'est le placement produit. Et c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, les bagnoles, il va aller voir Peugeot et Peugeot va pas lui filer d'argent. Mais Taxi, c'est le film, enfin c'est le monde à l'envers, c'est le moment où avoir une Peugeot, c'est in. C'est genre, mais rends-toi compte, quoi. Et ensuite, c'est à partir de ça qu'il va se faire un contrat avec Audi. Oui, pour la suite. Parce qu'en fait, il va avoir Audi, il les attend dans son. Il dit, moi, j'ai une Audi Intel. C'est exactement dans la bio, c'est ce qu'il raconte dans la bio interdite de Besson. Il va voir les mecs directement. Il leur dit, bah voilà, moi, je peux vous placer telle voiture devant tel hôtel. Là, on a déjà monté tout, mais on vous place telle voiture devant tel hôtel de luxe et tout. Et en échange de un certain nombre de véhicules pour le premier taxi. Genre, ils avaient pour le véhicule de tête, ils avaient 6 fois la même bagnole pour différentes. Genre pour le travelling, pour les scènes intérieures, pour les trucs comme ça, quoi. Donc c'est la première fois où tu vois vraiment une espèce de rationalisation économique du cinéma de Besson. Non mais c'est la mise au point de la formule Besson. Enfin ils ont mis en place bah ouais effectivement globalement tout qui après ils vont juste se contenter de décliner avec deux trois nuances quoi. Et effectivement c'est ça, c'est la mise en place du système Besson en fait. Ouais. Et puis il y a toute cette BO R&B qui nous a collé au basque pendant des années, genre tu me plais, j'aurais pas cru que t'étais comme ça. Tu t'en souviens pas? Alors moi j'écoutais les bonnes stations de radio à l'époque, Daniel, donc non. Non mais merde, attends, t'avais ça tout le temps sur MCM, sur MTV, ça passait. Je regardais MCM et MTV moi. Bah moi je regardais. Déjà de toute façon en dehors des 3 premières chaînes, moi à l'époque j'avais rien, donc si tu veux c'était compliqué pour regarder MCM. Et alors ce que je remarque c'est que Quix avait fait beaucoup de captures
Et je regarde dans mon fichier doc et je découvre les captures incroyables qu'il avait faites de tous les plans Besson, enfin ce qu'il appelle les plans Besson, c'est-à-dire les plans où il y a clairement il y a nichon et cul, quoi. Et je vois nos notes, il y a première blague raciste à 6 minutes de film. Non, c'est un film débile. C'est un film débile et c'est un film, pour moi, c'est un peu ces films des années 70, et c'est pas pour rien qu'il a pris Pires, c'est que c'est un film léger con, quoi. Ouais, mais surtout, c'est un film, contrairement à d'autres, qui gagne pas forcément à être revu trop souvent non plus, quoi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si tu le regardes avec un esprit logique, ce qu'on a fait, genre dès le début, le héros il met en danger tout le monde. Oui, oui. Il coupe deux chevaux en deux. Il fait ah bah alors roule papy. Alors qu'il vient juste de mettre en danger 4 personnes. Oui, c'est un vrai connard le héros. Ah, le héros est un vrai connard. Et c'est pas rôle de composition pour Sami Nasseri, il remarque, hein, tu me diras. Bah écoute, les taxis ont suivi un peu sa vie. Hein. Taxi 4 a été expressément écrit pour lui parce qu'il sortait de prison. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. C'est un peu son Rocky à lui. Voilà, c'est un peu son Rocky. Taxi, c'est le Rocky de Sami Nasseri. Voilà. Putain. Bon, écoute, où est-ce qu'on va le mettre Je te vois hésiter sur la liste. J'ai pas d'a priori. Je le mettrais au-dessus du 5e élément. Oh, alors là, tu vas te faire vraiment des ennemis. Mais non, ouais, mais comme tu m'as laissé l'entre de la folie, écoute. Ouais, Non, attends, ça te choque pas parce que 5e élément est juste à côté de Batman et Robin. Oui, c'est vrai. Ça va, on va pas en faire une histoire. C'est pas comme si je l'avais foutu dans les 10 premiers, quoi. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens seront surpris par la position assez haute de Taxi, en fait. Hein. Je pense. Qui est au-dessus, quand même, je dois le rappeler, des Évadés, d'American History X et de la Ligue. Ouais, mais c'est au-dessus de Hook, et ça, c'est logique. Oh, putain. Chacun va se faire ses propres DB6. Bon, bah écoute, je crois qu'on est tout. Je crois qu'on est bien, voilà. là. On est bien. Alors, on remercie Quentin Haroche d'avoir répondu à nos désirs. Oui, merci. Parce que c'était le seul à parler de Taxi et de GoldenEye. Et on le remercie très fort et on remercie tout le monde pour les listes, parce que je crois que là on a bouclé l'émission. Ouais, tout à fait. Merci à vous. On va passer à ta petite reco. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Eh ben écoute, en cette rentrée, puisqu'il faut se concentrer et être sérieux, j'ai décidé de recommander un jeu vidéo. En la personne, enfin non, c'est pas la bonne formule, bref, avec Deus Ex Mankind Divided, donc Deus Ex 4, qui est sorti là toute fin août sur PC et les supports de pauvres. Et qui, je sais pas si tu connais un peu Deus Ex, mais global. Je connais qu'un tout petit peu, mais tout ce que je peux en voir de l'univers. C'est froid, ça a pas l'air drôle, mais ça me donne envie. Oui, alors c'est froid et ça a pas l'air drôle, c'est vraiment ça. Deus Ex, c'est une série qui a beaucoup compté dans la culture cyberpunk dans le jeu vidéo, surtout d'un point de vue occidental. Et là, globalement, l'histoire a fait énormément de parallèles avec malheureusement l'actualité, c'est-à-dire que ça se passe dans un monde où il y a l'émergence des augmentations par la nanotechnologie, par les prothèses robotiques, etc. Et globalement, le monde vit très mal les personnes modifiées. Et pour donner un exemple, la première partie du jeu se passe à Prague, qui est transformée en espèce littéralement de ghetto. À ciel ouvert où les gens avec des augmentations cybernétiques sont maltraités, sont tabassés dans la rue. Tu vois dans des bars où il y a des pancartes énormes avec marqué uniquement pour ce qu'ils appellent les naturals, donc les gens qui n'ont pas été modifiés. T'as des files spéciales dans le métro avec des barbelés, enfin voilà. Et toi t'incarnes un personnage augmenté, et l'une des grandes forces du jeu, c'est justement de te mettre vraiment dans cette peau d'être le nègre, le bougnoul que tout le monde déteste, que tout le monde a envie de tabasser. Dès que tu croises un flic, t'as des cinématiques que tu peux pas zapper, ou tu es obligé de subir les contrôles d'identité. Et tout ce climat hyper oppressant est super bien rendu. Et non sans humour, parce que t'as des pubs par exemple pour des médicaments, des choses comme ça t'as un côté c'est dystopique, c'est super bien géré, et à côté de ça c'est un vrai jeu de rôle avec des maps super bien foutues,
plein de choix, plein de possibilités d'action. Enfin, c'est vraiment cool et la direction artistique, elle est super belle. La musique est vachement bien. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est un jeu dans lequel faut prendre un peu de temps. Hein, tu vois, j'ai même pas fait la première partie du jeu, j'en suis déjà à plus de 25 heures de jeu, mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Bah écoute, moi je vais essayer. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si t'accrocheras parce que c'est vrai que c'est très occidental dans son approche, mais pour quelqu'un qui vient de la culture PC, c'est vraiment, enfin c'est une licence incontournable et celui-là est vraiment très réussi, quoi. Bon, moi j'essaierai. Et écoute, moi pour Marocco, je vais me la jouer flemmard et en même temps c'est pour éviter de répéter ce qu'il y a eu dans After Eight. Pendant les vacances, j'avais profité pour regarder BoJack Horseman. Ouais. Et j'en suis à la saison 3. Et effectivement, c'est vraiment bien. J'ai compris exactement pourquoi je regardais plus les sitcoms, mais je préfère ça quand c'est noir. Et BoJack Horseman, c'est vraiment l'une des séries les plus noires que j'ai vues depuis très longtemps. C'est l'histoire, ça tourne autour d'une ancienne gloire de la télé qui était une star de sitcom des années 90. Donc BoJack Horseman, qui est aussi un cheval. Oui, qui a une tête de cheval, ouais. C'est une série anthropomorphe. Et le problème, c'est que c'est une ancienne gloire. Sa sitcom, elle est ringarde. C'est un peu un Kurt Cameron, hein, un peu. Et tu vois qui est Kurt Cameron ou pas? Non, le nom me dit rien. Quad 9 Doctor. D'accord, Doctor, ok. c'est le boy. Dedans. Tout à fait. Et du coup, il va écrire une biographie. Il va écrire une autobiographie avec une nègre. Et pour relancer sa carrière. Et ça commence comme ça, mais en fait, c'est une série où vraiment qui est très très noire, qui parle du cancer, de la mort, de la dépression en fait. Et c'est vraiment, c'est très intéressant. Et la manière dont c'est évoqué, la manière dont à chaque fois tu t'imagines que c'est bon, on atteint un cap de bonheur relatif. Les personnages se questionnent sur leurs propres conditions et ça empire à chaque fois. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Je commence la saison 3. Et pour te faire plaisir, je vais bientôt finir la saison 2 de Banshee. Ah, et alors, Banshee, du coup? Et écoute, Banshee, c'est toute la violence testostérone qui me manquait depuis la fin de 24. Voilà, tu vois, c'est parfois très très con. Non, pas du tout, alors là. Ah, c'est parfois c'est très très con parce que c'est irrationnel. Enfin, je veux dire, il y a juste un flic qui décapite un mec sur le bord de la route. Avec un camion. Avec un camion et personne ne l'a vu. Il y a aucun problème, personne n'a cherché la tête. Enfin, est-ce que cette baston elle est pas énorme? Cette baston était géniale, comme les autres. Et voilà. Les filles se battent bien, les mecs se battent bien. C'est très très violent. Tu en as parlé dans un After Eight. C'est l'histoire d'un mec qui prend l'identité d'un flic. Un mec pas en cavale, mais il est sorti de prison. Il sort de tôle et est poursuivi par des gangsters, quoi. Voilà, et il prend l'identité d'un flic dans une petite bourgade, et évidemment, ça va être la merde à peu près à tous les niveaux. Voilà, c'est ça. Et c'est une série où il y a des nazis aussi, rappelons-le. C'est une série avec des gens avec des tatouages de croix gammée, et je pense qu'on peut les apparenter à des nazis. Donc, des nazis qui se font casser la gueule, donc oui, on part d'un bon sentiment. C'est ça, ce n'est pas de sympathisant, voilà. c'est un exutoire. Hein. Voilà. Ah oui, non, les bastons sont vraiment... Genre, on m'avait prévenu, genre, si tu trouves que Daredevil, c'est violent, attends de voir... Ah oui, non, c'est... pour Banshee, putain, c'est 15 000 fois plus violent. Banshee, pour moi, c'est ce qui se fait mieux dans la baston US, les mecs, ils ont pas de limite, quoi. Et encore, t'as pas encore vu la saison 3, quoi. J'ai hâte. Et voilà, donc je recommande Banshee, au moins jusqu'à la saison 2 où j'en suis. C'est vraiment un plaisir pour les yeux des garçons et des filles, je précise. Oui, tout à fait. J'y vais, hein, le héros principal. Hein. Ah, tu baisses le héros principal? Ah ouais, bah oui. C'est vrai qu'il est trop beau, quoi. Lucas Aude, oui, il remet en question beaucoup de choses chez moi. Mais je pense que mes amigas diront que c'est une beauté hétéro. Peut-être. Ils te regarderont de haut. Tu sais, c'est comme Michael Fassbender. C'est nous, on y va, Michael Fassbender, parce qu'il nous rassure sur notre propre capacité à apprécier le beau corps masculin. Mais en fait, je crois pas que ça soit exactement. Ça peut-être, oui. Mes potes, ils n'y vont pas. Peut-être, ça, effectivement, c'est un point de vue que je peux pas voir, mais voilà. Mais en tout cas, moi et ma femme, on y va. C'est principal. Ah oui, j'ai bien vu que ta femme, elle a regardé par-dessus mon épaule, elle a fait, ah ouais, je suis bien. Et ça me rassure, c'est un couple équilibré. Vous allez sur les mêmes personnes. Exactement. Bon, je crois qu'on a été assez long, là, ce coup-ci. J'ai l'impression qu'on a fait encore moins de listes que d'habitude. Et en fait, on parle de plus en plus, quoi. Ouais, mais c'est la passion, ça. Tu vois.
Tu crois que c'est la passion? Ouais, évidemment. Si tu m'envoies un James Bond dans la gueule, moi. Bah forcément, oui, on peut faire un épisode sur un James Bond. Hein, ça, c'est... Oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. Quoi. Bon, en tout cas, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie des mots gentils à chaque fois qu'ils tombent, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Vous avez tous l'air super contents d'écouter ça dans vos bagnoles, en faisant votre footing. Ouais, et même quand on démolit les films de votre enfance, vous avez l'air super content, quoi. C'est le syndrome de Stockholm. Ouais, et même c'est ça que vous allez briser le cœur de papa parce que vous lui dites oh là là, on n'est pas du tout d'accord avec toi, mais on t'aime quand même. Oui, c'est ça. Je n'arrive pas à me faire détester. Je sais pas comment t'es arrivé à ça. Donc ça nous touche beaucoup. Merci pour les mots gentils sur iTunes, les commentaires sur le blog. Merci pour tout votre engouement et le fait que vous en parliez autour de vous parce que c'est vraiment ça qui fait vivre ce podcast. Puis merci pour les listes, quoi. Vous avez. Et merci pour les listes toujours plus créatives. Et tu sais quoi, pour cet épisode, j'en avais sélectionné 10, quoi. J'en ai pris que 5. Ah, mais c'est tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Et à chaque fois, je refais des copier-coller. Là, je vais déjà commencer le fichier du 11 et je sais déjà de quoi on va parler. Il y aura des nouvelles listes qui vont tomber. C'est un dilemme à chaque fois de choisir. Oui. Tu te rends compte, on a toujours pas fait. Et aussi, merci pour les fanarts aussi que vous nous envoyez, quoi. Ah ouais, c'est vrai. On en a reçu encore, c'est cool, quoi. Ouais, merci. Bon, on est disponible sur le site supercidébattle.fr. C'est là où vous retrouvez aussi la masterlist qui est mise à jour à chaque diffusion de nouvel épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et puis sur iTunes, surtout vos machins à podcast. Et parce que moi j'écoute mes podcasts comme ça. C'est bien, c'est une bonne idée. Ouais. Dis-moi Stéphane, où peut-on te retrouver en ce moment, à part dans la salle de classe? Oui, à part dans ma classe, mais à ce moment-là vous n'êtes pas en âge d'écouter cette émission. C'est totalement vrai en plus. Sinon, toujours des tours de Gamecult, chez After Eight peut-être prochainement, qui sait, chez Third Edition, et puis aussi sur mon profil Sens Critique, Plugin Papa, si vous avez envie de voir un peu de quel bois je me chauffe dans d'autres domaines que le cinéma. Et bien moi, vous pouvez me retrouver sur After Eight. On va enregistrer le prochain épisode en live. C'est-à-dire où la première fois on sera l'un face à l'autre. Ça se trouve ça va mal se passer. Vous allez vous échanger vos postillons et tout en direct, ça va être sympa. Ça va être super. Vous pouvez me retrouver aussi sur Gamecult, pour lequel je vais sans doute parler du Tokyo Game Show très bientôt, puisqu'on a l'émission Gaijin Dash qu'on tourne bientôt, et ensuite on aura les Gaijin Dash au Japon. Et je suis très content parce que ce voyage au Japon, je vais pouvoir voir Shin Godzilla qui est sorti. Ah oui, c'est vrai, il est sorti, ouais. Qui a cartonné aux entrées, et je vais surtout voir le dernier film de Makoto Shinkai qui cartonne. Et Makoto Shinkai qui faisait plutôt des films d'animation plutôt indé, il avait commencé à faire des films tout seul, tu vois. Et maintenant il fait des films qui ont vraiment une aura et un public. Il a trouvé un public dans son style un peu photoréaliste. Enfin vraiment, si vous avez l'occasion de regarder les films de Makoto Shinkai, on en parlera quand on atteindra les années 2010. C'est ça, voilà, exactement. Donc j'aurai l'occasion de voir plein de films et sans doute j'en parlerai dans After Eight. Merci encore de nous suivre et de nous envoyer vos listes et d'apprécier ce qu'on fait. On vous remercie, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Pas de garantie pour autant. En volant à fond de 5ème, je suis dans mon 5ème élément. Je sais, allez monte dans ma caisse, bébé.